Il faut que je vous raconte une histoire. Ça fait des mois qu'elle me hante. On est le 2 juin 2025, il est 2h et quelques dans la 15e salle du tribunal correctionnel de Bobigny. La juge appelle Tommy François à la barre. Quelques rangs devant moi, un mec se lève. C'est un cinquantenaire avec une vibe de loser, des cheveux roux bouclés sans vraiment une coupe, une barbe mal rasée, une chemise blanche sans forme, avec un col Mao gris qui semble sortir de nulle part. Il s'avance entre les allées, il marche en canard, les chines courbées, son pantalon mal ajusté tombe sans élégance sur ses chaussures et lui donne l'air penaud. Ce mec a été pendant 10 ans la personne la plus influente d'Ubisoft. Au niveau mondial, chef du service éditorial, tous les jeux passaient par lui. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs, rien n'avançait sans sa validation. Tout était soumis à ses critiques. Il était l'impulsion créative au cœur du géant français du jeu vidéo. En tout cas, ça, c'est le mythe qu'on racontait. Selon de nombreux témoignages, il était également un harceleur sexuel notoire qui faisait régner une ambiance d'humiliation et de terreur au sein de sa division, le département édito. Cette ambiance toxique, on la retrouvait dans d'innombrables branches d'Ubisoft, multinationales aux studios répartis dans une dizaine de pays. Les récits de toute cette violence, ils éclatent sur Twitter à l'été 2020, jusqu'à être repris dans une série d'articles de presse de Numérama et de Libération. À 2 reprises, Ubisoft et son management de la terreur font la une du quotidien national. À ses côtés sur le banc des accusés se tenaient ce jour-là Serge Asquette, ex-numéro 2 de la boîte, et Guillaume Patrux, ex-chef sur un projet de jeu en développement. Ils étaient tous trois entendus pour des accusations de harcèlement moral, sexuel, complicité d'harcèlement moral et sexuel. Tommy François arrive à la barre. Après lui avoir fait prêter serment, la juge lui demande le rôle qu'il occupait au sein de la société Ubisoft. Et là, il commence à parler de GTA V. La juge le recadre un peu, sa question c'était plus quelle était sa place dans l'organigramme, quel genre de suivi il faisait sur la production, quel genre de pouvoir il avait sur les jeux et sur les gens autour de lui. Mais François, après avoir répondu rapidement, il insiste pour parler de Grand Theft Auto. Vous savez, à l'époque, GTA V, c'était notre concurrent direct à Ubisoft. Et le plaisir dans GTA, c'était la transgression. Vous voyez, vous vous baladez dans la rue, vous pouvez tirer n'importe quelle bagnole, aller au strip club, braquer des banques, voler un hélico, sortir un gun et shooter dans la foule. Bref, la transgression. C'était ça qu'il devait concurrencer. Et c'est pour ça qu'il fallait créer, au sein de l'édito, une ambiance fun, un terreau fertile pour faire naître des jeux aussi dingues que GTA. L'ambiance fun et transgressive en question, d'après les dizaines de témoignages évoqués au cours du procès, c'était des insultes constantes, des chabites, des blagues racistes, des remarques incessantes sur les longueurs des jupes, les bonasses, les bitches, les lesbiennes et les mal baisées, du deal de drogue dans les locaux, des violences sexuelles. Les collaboratrices racontent la peur, les conseils aux nouvelles de ne pas se retrouver seules avec certains hommes dans l'ascenseur, les humiliations en public. L'une relate comme elle a été ligotée au scotch à sa chaise au milieu des bureaux. Une autre avoir été embrassée de force lors d'une soirée de travail devant tous ses collègues. Les récits d'agressions sexuelles se multiplient, souvent subis par des femmes qui n'ont pas pu être là, perpétrés par des hommes qui n'ont pas été ramenés sur le banc des accusés. Les RH, à chaque fois qu'ils étaient prévenus, ne faisaient qu'étouffer les affaires pour faire en sorte qu'elles n'entachent pas la réputation de ces hommes. Les articles parlent d'une protection systémique des agresseurs. Face à tous ces faits, les prévenus répondent qu'il y avait des différences de perception, que c'était des blagues et qu'ils n'avaient pas compris qu'ils faisaient du mal à certaines. Ça comptait pour l'entreprise de maintenir cette ambiance de transgression. Les jeux devaient être fun. Or, comme le répétera encore et encore Tommy François au cours de son audition, il faut être fun pour faire des jeux fun. L'histoire officielle, elle se termine rapidement.
Ces excuses ne valaient absolument rien. Les 3 accusés ont été condamnés et Tommy François a écopé d'une peine de 3 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour harcèlement moral et sexuel. J'étais venu en tant que membre du syndicat solidaire et soutien aux victimes, pas pour faire une vidéo, et je pouvais repartir chez moi. Pourtant, il y a cette phrase qui me restait en tête. Il faut être fun pour faire des jeux fun. Je commençais à revoir défiler dans ma tête les visages des héros de GTA. Tommy, CJ, Nico, Michael, Trevor. Et puis plus largement les grandes figures du jeu de tir edgy de l'époque. Max Payne, Kane, Lynch, Daniel de Manhunt, ou encore de chez Ubisoft, Jason de Far Cry 3 ou le Sam Fisher vénère des derniers Splinter Cell. Tous étaient des mercenaires, des super soldats soumis à une pression écrasante et qui la relâchaient au milieu d'une fusillade sanguinaire. Têtes brûlées qui fonçaient dans le tas, quitte à en ressortir eux-mêmes en miettes, pour le plaisir de l'adrénaline, de la transgression, du fun. Le feeling incroyablement viscéral de ces jeux commençait à ressembler de plus en plus à la vie que racontaient les 3 accusés. Un quotidien de travail ininterrompu, des responsabilités immenses et une pression monstre qu'ils relâchaient dans les rires, les insultes, la drogue et la violence. Pendant ce procès, on a aperçu quelques instants la vie que menaient les créateurs de ces jeux. Et impossible de séparer l'œuvre de l'artiste, Tommy François et ses ex-collègues ont fait, encore et encore, le lien entre ces jeux et l'ambiance qu'ils mettaient en place à Ubisoft. Leur mode de vie était inspiré par les jeux auxquels ils jouaient, et ils glorifiaient ce mode de vie, à leur tour, dans leur création. Et c'était pas joli. C'est pas pour dire que ce sont des jeux mauvais, au contraire, ces jeux me fascinent. Prenez cette vidéo comme moi qui essaye de comprendre ce qui rend ces jeux fascinants, en tenant aussi, dans la même pensée, le fait que leurs créateurs sont des immondes connards. Je veux comprendre comment ils ont rendu sexy cette espèce de nihilisme dévorant. En même temps, on sait comme les médias grand public aiment la facilité de reprocher tous les problèmes du monde aux jeux vidéo. GTA ça rend violent, vous connaissez le refrain. Et on est bien d'accord. Aucun des 3 accusés n'était là parce qu'il s'apprêtait à sortir un flingue dans la rue et à mitrailler des passants, GTA style. Non, justement, ce qui était glorifié par ces jeux, c'était pas la violence, c'était un mode de vie entièrement tourné vers l'effort, vers le travail jusqu'à en tomber par terre, le tout rendu fun dans une orgie d'excès et de violence. Et ça a poussé des générations de jeunes passionnés de jeux vidéo à venir travailler dans le secteur en acceptant des conditions inhumaines, à se laisser exploiter pour des profits qu'ils ne verraient jamais. Et même parmi les spécialistes du jeu vidéo, en vérité, on a tendance à tomber dans ce travers de tout lier au jeu vidéo. C'est parce que l'industrie est particulièrement masculine, cette espèce d'ambiance à la cool où tout le monde est en jean t-shirt et se tutoie, que le jeu vidéo est devenu un terreau pour une culture masculiniste. Pour expliquer les rythmes de travail acharnés imposés aux développeurs, on se contente souvent de dire que le développement de jeux vidéo est vu comme un travail passion, ce qui pousse des jeunes travailleurs rêvant de bosser dans l'industrie à tout prix à accepter des conditions de travail qui les détruisent et un harcèlement violent au boulot. Ce sont, bien sûr, des facteurs qui jouent. Mais les conditions de travail à Ubisoft, le boys club omniprésent, les rythmes infernaux, la vie pro qui s'étend jusqu'à dévorer complètement la vie privée, tout ça on le retrouve bien au-delà des murs d'Ubisoft. C'est même la réalité classique du travail sous le néolibéralisme. Le jeu vidéo a simplement participé à la diffusion d'une certaine façon de travailler, une éthique du travail néolibérale, masculiniste et blanche. Cette diffusion, en fait, elle avait commencé bien avant, autant via des manuels de management qu'à travers des films de gangsters. Et d'ailleurs, certains jeux qu'on a mentionnés, ils puisaient dans ce cinéma jusqu'à être presque des copies de certaines grandes œuvres du genre. C'est jamais que le jeu vidéo. Quand on accuse le jeu vidéo, ou quand on se réduit à regarder les choses à l'échelle de son industrie, on se met des œillères et on devient incapable de voir que le problème, il est dans le travail, il est dans nos institutions, il est dans notre culture, il est dans le capitalisme, et à plein d'autres endroits encore. Ce qu'il s'est joué ce jour-là à Bobigny dépassait, de loin, Ubisoft. Le monde a tendance à mettre un point final aux affaires judiciaires au moment de la condamnation des accusés. Les procédures sont longues, la vérité est complexe, et même les faits les plus terribles, après avoir été répétés encore et encore pendant 5 ans, semblent avoir perdu toute leur shock value.
Une fois la sentence tombée, on remet ça de côté presque avec soulagement. Du côté des plaignantes, après 50 procédures, elles n'ont souvent plus la force de mener à nouveau une bataille médiatique pour refuser que le sujet soit balayé. J'ai échangé avec certaines des victimes en faisant cette vidéo, et une des premières choses qui est venue, c'est à quel point elles étaient éreintées. Pourtant, il y a tellement d'autres hommes qui ont participé à cette ambiance et à ces faits graves et qui n'ont subi aucune conséquence. À Ubisoft, le système qui a protégé ces hommes, il est toujours en place, même s'il a religieusement promis que, cette fois, les gens qui sont dedans seraient devenus gentils. Ubisoft, on le verra, a façonné chaque recoin du paysage du jeu vidéo français tel qu'il existe aujourd'hui. Et que dire de l'impact qu'ont pu avoir des jeux qui ont réuni des centaines de millions de joueurs comme les GTA ou les productions Ubisoft elles-mêmes. Si on prend au sérieux ce qui s'est joué ce jour-là à Bobigny, ça devrait être le point de départ pour changer complètement la façon dont on comprend le jeu vidéo et le rôle qu'il a eu dans le monde ces 20 dernières années. C'est un travail titanesque, et je sais pas si j'ai la moindre qualification pour faire ça, mais il faut bien que quelqu'un se lance, et j'aimerais au moins essayer de poser les premières briques. Quand j'étais gosse, dès que je pouvais, je passais à la Fnac ou à Micromania pour voir les jeux en démo. J'aurais tout donné pour ces quelques instants, à plonger dans un océan de pixels venu d'un monde étranger, à pouvoir goûter au déferlement de polygones, de lumière, de sons, de sensations, avant de retourner au petit jeu en 2D que faisait tourner ma Game Boy Advance. Il y a une de ces démos dont je me souviendrai toujours. Je devais avoir 15 ans, je fais mon petit crochet par le rayon gaming, il y a déjà un mec sur la borne, je me cale derrière et j'ouvre les yeux. Sur l'écran apparaît un mec à poil, couvert d'écorchures qui saignent encore. L'image est crade, bourrée d'artefacts, la caméra tremble comme si c'était filmé à la main. Sa bite est censurée rapidos avec 3 gros pixels. Il se traîne sur quelques mètres, ouvre une porte, défonce un mec, et il retrouve un pote dans un état similaire. Il ouvre une autre porte, il y a le cadavre d'une femme, il s'arrête quelques secondes devant, et puis il part, il tabasse un mec, il chope son flingue, tout juste à temps pour qu'une armée de gangsters lui tombe dessus dans une gigantesque fusillade au milieu des rues de Hong Kong. J'avais jamais vu un truc aussi viscéralement prenant que Kane & Lynch 2. À l'époque, on comprenait encore à peine ce que c'était de mettre une caméra dans un monde en 3D. Là, le jeu stylisait chaque fragment de gameplay pour le rendre le plus intense, le plus vertigineux. Ces quelques secondes de pure edginess allaient marquer pour longtemps la moi gosse pour qui le jeu vidéo était un endroit où se rebeller, où dépasser toutes les limites. J'ai pas pu jouer à Kane & Lynch 2. C'était même pas une question de convaincre mes parents de faire passer la boîte avec un gros 18+ dessus. Dans tous les cas, on n'a jamais eu de console de salon, le PC familial, c'était déjà assez de dépenses en informatique comme ça. Ma première console, ça a été une PS4 que je me suis payée avec un de mes premiers salaires en tant que programmeuse dans le jeu vidéo. J'étais rémunéré en lance-pierre, le minimum légal pour un stage, mais avec le Black Friday, ça m'avait couvert la console, 2 jeux et même une petite télé pour ma chambre. C'était plus que tout ce dont je pouvais rêver. C'est que 10 ans après avoir aperçu la furie de Kane & Lynch 2 à la Fnac, que, un beau jour, j'ai vu le jeu traîner dans un recoin de Steam et que je l'ai enfin lancé. Entre-temps, j'avais appris à bien connaître l'industrie du jeu vidéo, son ambiance à la cool, tous les putains de rêves qui s'y réalisent. Mais aussi sa cruauté, la façon dont elle avalait une quantité astronomique de talent, d'énergie, de gosses aux yeux brillants qui rêvaient d'y bosser, pour les recracher 10 ans plus tard, explosés par les rythmes de travail inhumains, par la pression, par la précarité, et par la façon dont elle vomit tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Et quand j'ai enfin pu jouer à Kane & Lynch 2, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est à quel point ce que je voyais dans le jeu pouvait ressembler à ce qu'il se passe en vrai dans une prod de jeu vidéo. Alors, Kane, ça vous plaît Shanghai? Un vrai bordel, l'enfer. Ouais, moi aussi j'adore. Le shampoing et la pipe pour 50 yuan, c'est imbattable. Ouais. Kane débarque à Hong Kong pour boucler un contrat avec Lynch. Ce dernier putain de contrat et c'est fini.
C'est assez de fric pour les mettre à l'ombre, il a une famille qui l'attend. Il y a juste à faire cette livraison et c'est bon. Il y a même le temps, ils font un petit détour pour donner une leçon à un larbin de la pègre. Larbin réussit à se tailler avec sa copine. Quand il se fait rattraper, il pointe un flingue sur son crâne. Une demi-seconde plus tard, elle se retrouve avec la cervelle sur le trottoir. Et lui aussi. C'était la fille du baron local de la Triade. Avant même que Kane ait pu lâcher 3 jurons, la ville se transforme en un chaos de crasse et de sang dans lequel nos 2 connards plongeront jusqu'au cou, rampant dans la poix et les organes déchiquetés en répétant qu'il faut clore ce contrat. And then no more. This is my last job. Ce dernier putain de contrat. Les derniers mois de la création d'un jeu ressemblent pas vraiment aux petites vidéos léchées que mettent en ligne les studios pour recruter. C'est plus une mare de larmes, de sang, de pizza et de monsters. Un peu le Hong Kong crasseux de Kane Lynch en fait. Et ça s'appelle le crunch. Les jeux sont toujours faits dans des délais trop courts. Ça peut être à cause du budget trop serré, de la pression des actionnaires, du marketing qui veut promettre une date trop juste. Le plus souvent, c'est quand même surtout les ambitions démesurées du patron, les créatifs qui changent de direction sur un coup de tête, le lead qui vient te voir pour te dire qu'il faut refaire les centaines d'heures de cinématiques du jeu en entier parce qu'il veut les passer au format cinéma, ou des managers qui ont juste oublié de compter le fait qu'un jeu, ça se débug. Les équipes se retrouvent pendant des mois, parfois des années, à passer leur vie au bureau, à enchaîner des journées de 15 heures et des week-ends au boulot, à devoir se couper de leur famille. Rockstar, Epic, Ubisoft, CD Projekt, Telltale, Quantic Dream, tous les gros studios ont été dénoncés pour les mêmes pratiques. Beaucoup d'employés finissent en burn-out, développent des symptômes post-traumatiques, c'est même plus vraiment rare que certains aillent jusqu'à l'infarctus. Chez BioWare, on avait même un nom pour les employés qui disparaissaient des mois sans donner de nouvelles après une de ces périodes, les stress casualties. Seulement, plus je découvrais la réalité du crunch, plus je réalisais aussi que j'en avais déjà entendu parler 1000 fois, dans 1000 récits professionnels de l'industrie qui m'ont fait rêver toute ma jeunesse. La différence, c'est qu'ils en parlaient comme d'un truc héroïque. C'est une putain d'épreuve, et on l'a fait. On a été ensemble. Je connaissais l'histoire, mais jusque-là, j'avais entendu que les survivants en parlaient. Et, dans leurs récits, le crunch, c'est-à-dire le résultat parfaitement évitable d'une série d'erreurs de management et d'abus de pouvoir qui les détruisaient eux et tous ceux qui les entouraient, il devenait un rite de passage qu'on avait accompli, un rush de dope dans lequel on n'avait qu'une seule hâte et c'était d'y replonger. Un dernier rush, un dernier putain de contrat et c'est fini. J'ai ma famille qui attend. Pourquoi tout fout le camp, putain, pourquoi tout part en couille ? Le monde que décrit Kane Lynch 2, c'est celui qui entoure ses créateurs. Un monde de crasse, de stress omniprésent, un monde qui nous agresse de partout, mais dans lequel on s'en sort avec une petite team de 2 salauds qui se serrent les couilles. Kane Lynch 2 romantisait ce grand rite de passage qu'était le crunch. Le crunch, c'est pas juste un truc qu'on aimerait éviter. Le crunch, les patrons ils le romantisent, ils en rêvent. Le crunch, il structure les studios. Le crunch, il est voulu. Ce crunch, il était aussi un élément essentiel de la défense de Tommy François. Au long de ses presque 5 heures d'audience, il s'était penché sur l'intensité de son travail. Il était toujours au bureau, toujours en réunion, toujours en déplacement, envoyé aux 4 coins du monde pour développer la marque Ubisoft. Il ne dormait plus, il ne voyait plus ses proches. Alors, Madame la juge, vous comprenez, quand un homme est sous un tel stress, il faut bien relâcher la pression. Et la pression, il la relâchait. Les nombreux témoignages sortis dans la presse et lors du procès évoquent des fêtes débridées qui débordaient sur le travail lui-même, le deal de drogue dans les locaux, les pranks et humiliations constantes. Tommy François apparaît comme un manager terrible. Un petit chef qui prenait un plaisir cruel à se maintenir un entourage et à écraser tous ceux qui ne rentraient pas dans la ligne. Tous ceux qui cassaient son fan. Il était stressé. Aucune pression ne justifie ce genre de harcèlement. Oui, c'est vrai, mais c'est une réponse si naïve. Cette pression, c'est lui qui se l'imposait.
C'était lui qui remplissait son agenda, c'était lui qui exigeait ses réunions, ses voyages, qui se façonnait un rôle de créatif de génie, ce rôle d'acharné du travail qui se permettait tous les excès, toutes les violences. Pendant le procès, des témoignages décrivent des longues périodes où les accusés étaient absents, sans aucune explication, où ils restaient enfermés dans leur bureau, ratant l'intégralité de leurs rendez-vous, parfois pendant des semaines. Et les jeux continuaient à se faire sans eux. Lorsque Serge Asquet et Tommy François, les deux plus gros noms d'Ubisoft, les numéros 2 et numéro 3 mondiaux, ont été brutalement mis à pied suite aux révélations de 2020. Ils n'ont pas été remplacés. Personne n'a pris leur place. Et rien ne s'est effondré. En vérité, rien n'a changé. Ils n'ont jamais servi à rien. Enfin, c'est pas exact. Personne n'avait besoin d'eux, mais ils servaient bien à quelque chose. Ils servaient à incarner l'esprit Ubisoft. Putain, je peux pas rester là. Lynch, le contrat tient toujours? Ouais, à condition qu'on reste discret. Putain, Kane. J'arrive pas. Il nous trouvera pas. Il nous trouvera pas. Il y a une symbiose entre Kane et Lynch. Ils se détestent, ils savent chacun que l'autre est un sale connard. Mais dans une situation de merde où le monde entier s'écroule et où il faut baisser la tête, marcher droit et tenir, être avec le mec qui pense comme toi, qui pose pas de questions, avec qui il y a même pas besoin de s'engueuler parce qu'il va faire ce qu'il y a à faire, c'est le truc le plus précieux. C'est la même camaraderie sous la pression qui se jouait dans les couloirs d'Ubi. Tous ceux qui ouvraient leur gueule, qui sortaient du rang, qui refusaient de rire aux blagues, ils étaient vus comme des gêneurs. C'est déjà une marche à la mort et tu viens nous péter les burnes quand on commence à s'amuser ? Il y a une vraie masculinité du crunch qui se formait dans ces locaux. Une masculinité de l'effort jusqu'à plus en tenir, de la bonne camaraderie et du relâchement violent. Et si t'es pas avec, t'es contre. Au procès, il y avait un mec qui était venu témoigner contre ses anciens patrons. Il raconte son histoire, cadre de la pub, assez en vue à ce moment-là, il se fait débaucher par Ubisoft. En arrivant là-bas, il découvre l'ambiance horriblement sexiste et raciste, et il refuse d'y participer. Alors il se fait isoler. On le fout dans un coin, on lui donne aucun travail, et des gens passent devant son bureau, ricaner, lui lâcher une petite remarque et partir. Tous les jours. Pendant des années. À la barre du tribunal de Bobigny, ils fond encore une fois en larmes. Et cette même ambiance, elle se reproduisait à chaque niveau de l'échelle à Ubisoft. Comme le montre la haie chercheuse Hugo Trellis dans ses travaux, le crunch sert à renforcer un boys club dans les studios. Une des choses qui motive les gens à cruncher, c'est de s'intégrer au groupe. Tu restes après les heures de taf, tout le monde trime un petit peu plus, et puis se retrouve au bord d'une pizza, il y a une ambiance plus détendue, c'est là que les blagues fusent. Bon, bien sûr, quand les blagues, elles te blessent, voire quand les moqueries et les humiliations, elles te visent, t'auras moins de manières de te défendre parce que, bon, ça va, on n'est pas sur les heures de travail, souris, rigole un peu, toi aussi tu finiras par faire partie du lot. Et bon bah, si tu rentres pas dans le jeu, t'auras tendance à faire tes heures et à te barrer, quitte à ne pas être dans la bande, à ne pas vraiment faire partie de la tribu, à ne pas avoir accès aux opportunités de carrière, à te retrouver seul. Le Boys Club, il sert à mettre les employés au pas. Si tu veux faire partie du groupe, il faut donner tout à l'entreprise. Les gens acceptent de cruncher parce que, pour ceux qui sont intégrés au groupe, c'est fun. Ça brise l'ambiance pro, ça renforce une ambiance à la cool, un entre-soi masculin, où les hiérarchies se floutent et où tout est permis. Bon, bien sûr, c'est pas parce qu'on voit plus les hiérarchies qu'elles existent plus. À la fin de l'année, tu gagneras toujours une fraction de ce que Tommy François a fait dans le mois. Tu espères que maintenant que t'es dans le groupe, on peut plus se passer de toi, que toi aussi tu vas monter. Mais à la fin du projet, il y a bien plus de chances pour qu'on oublie ton nom, pour que tu sois déplacé dans une autre équipe, où tu traîneras dans le coin le temps que ton CDD se termine, et qu'on te fasse « Salut, à la prochaine !»
On te rappelle quand on a besoin de toi. Tommy François y donnait l'exemple à haut niveau pour qu'ensuite tout ça soit reproduit dans les équipes. Puis que cette façon de penser, elle imprègne les jeux. Elle se retrouve dans tous ces récits de mecs cool qui s'éclatent et qui transgressent tout. C'est ça en fait qu'il dit quand il répète qu'il faut être fun pour faire des jeux fun. Maintenant qu'on a dit ça, dézoomons 2 secondes. Dans les années 90, il y a un changement drastique dans les textes de management. Toutes les valeurs centrales jusque-là dans l'esprit d'entreprise, la hiérarchie, l'ancienneté, le mérite, elles se mettent à être critiquées de partout. Ce sont les vestiges d'un temps ancien, des obstacles qui rigidifient les entreprises alors qu'elles devraient être flexibles. C'est cette transformation qu'étudient Eve Chiapello et Luc Boltanski dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Oui, j'en ai lu des pavés de 600 pages pour cette vidéo. Désormais, le monde du travail doit s'organiser par projet. Des équipes petites, taillées sur mesure pour les besoins d'une tâche, avec pas plus que 3-4 niveaux de hiérarchie. Ce qui compte, ce sur quoi on va évaluer les candidats, c'est plus juste les capacités techniques, mais beaucoup plus les dimensions humaines. Pour tenir l'intensité d'un projet, il faut des gens en qui on puisse avoir confiance, des gens qui rentreront dans l'ambiance, des gens qui feront tourner les infos, des gens qui mettront pas des bâtons dans les roues à tout le monde. La cohésion d'équipe et le faible nombre de chefs donnent l'impression d'un fonctionnement presque horizontal. Elles floutent les hiérarchies. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie jusqu'à ce que tu rentres chez toi et que tu vois ta fiche de paye. Il n'y a pas de hiérarchie jusqu'à ce que le projet finisse et que certains se retrouvent avec 1000 opportunités et d'autres aucune. Il n'y a pas de hiérarchie tant que c'est pas toi qui te fais isoler par ceux en haut de la chaîne alimentaire. Boltanski et Chiapello notent qu'à partir de ce moment-là, tout se met à passer par le team building, le networking, et ce qu'un employé a le plus à craindre pour sa carrière, c'est l'exclusion. Et d'un coup, on réalise que tout ce qui nous semblait si étrange au sujet du travail dans le jeu vidéo ou dans l'animation, en tout cas tous ces métiers passion, ces textes, ils le décrivaient déjà. Des petites équipes, un fonctionnement par projet, un accent mis sur la cohésion d'équipe, qui donne l'impression qu'il n'y a plus de hiérarchie. Enfin, tant que tu fais partie de la team, le réseautage devient le point le plus important, l'isolation est la punition pour les mauvais travailleurs, celle qui les condamnera au chômage. Sous le nouvel esprit du capitalisme, le travailleur est censé aimer son travail. Il est censé avoir la sensation de s'y accomplir. On vous donne des questionnaires de satisfaction, on nomme des happiness managers. La contrainte de travailler est complètement internalisée. En fait, sous ce nouvel esprit, tout travail est transformé en travail-passion. Les industries artistiques et des nouvelles technologies ont juste été des terrains parfaits pour le déployer, avec des travailleurs qui ont déjà un lien fort avec ce qu'ils font, qui croient au fait de s'accomplir dans leur travail. Et, au croisement de la tech et des arts, il y avait le jeu vidéo. Là, ces nouvelles façons de manager ont été le terreau dans lequel a grandi notre masculinité du crunch. Les hiérarchies sont floutées, le centre de l'entreprise devient un petit boys club de travailleurs acharnés, soudés par l'effort et la camaraderie, trouvant, dans leur manuel de management, toutes les excuses pour se déchaîner sur ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Cette nouvelle façon de manager, elle a été imposée au cours des années 80-90, pour répondre aux frustrations des travailleurs qui n'avaient pas l'impression de s'accomplir à leur travail, qui trouvaient les hiérarchies de l'entreprise à papa violentes et inhumaines. Enfin, elle a surtout exploité ces revendications pour trouver des nouveaux moyens de cacher la hiérarchie, de cacher l'exploitation, des rythmes de travail et des inégalités encore plus fortes. Après tout, tu travailles pour toi. Tout le monde est un entrepreneur. Et cette masculinité du crunch qu'on voit dans les studios de jeux vidéo, qu'on voit dans les jeux en eux-mêmes, c'est une des façons dont cette ambiance de travail a su se rendre sexy. C'est pas du tout pour faire comme si seuls les grands studios étaient méchants. Au contraire, le milieu du jeu indé suit en grande partie ce mode d'organisation, sur un mode encore plus violent, tout s'organise autour d'un projet, les travailleurs sont en majorité employés en freelance, ce qui veut dire plein de projets intéressants et plus de liberté pour les plus chanceux, mais pour tous les autres, c'est une précarité sans fin et une quantité d'efforts monstres pour trouver le moindre boulot. Mais le plus étrange, c'est que, quand on écoute les récits de crunch, on n'entend nulle part parler de la fameuse passion pour le jeu vidéo, du travail-passion. Ni dans les récits qu'en font les dirigeants, ni dans les œuvres en elles-mêmes. Elles sont sombres, elles sont sales. Il n'y a plus la fascination pour le jeu vidéo et le cyberspace qu'on voyait tout le temps dans le gaming des années 90. Désormais, le job est un contrat comme un autre. Le monde est un trou à rats étouffant,
dans lequel il n'y a aucune joie. Ainsi, plutôt que de voir ça comme une masculinité du jeu vidéo, je pense que c'est la déclinaison d'une masculinité typiquement néolibérale, où l'homme s'abandonne corps et âme dans le taf, parce que chacun peut y tirer son bénéfice personnel, et elle se retrouve dans un milieu ultra-masculin où misogynie, racisme et violence sexuelle et coloniale peuvent fleurir. Bon, maintenant, si vous avez vécu le jeu vidéo dans le début des années 2010, vous devez vous souvenir que les jeux à la Kane Lynch 2, avec un héros qui explose sous la pression, un monde de crasse qui l'assaillit de partout, il y en avait par paquet. Max Payne, Manhunt, Hotline Miami, même la série des GTA, elle rentre un peu là-dedans. Et puis au passage, des bonnes petites créations d'Ubisoft aussi, comme Far Cry 3 ou les derniers Splinter Cell. Les œuvres que ces hommes produiront, elles vont glorifier cette masculinité du crunch, cette pression constante, cette camaraderie masculine, toute la violence pour relâcher la pression. Elles vont aussi exprimer la vision du monde qui se redéfinit alors dans le capitalisme tardif, à travers les mondes ouverts qu'elles créent. Elles vont, enfin, exprimer leurs angoisses personnelles, le vide dévorant qui habite ces hommes. Et tout ça, ça passe bien souvent par la figure du gangster. S'il y a une figure centrale dans le cinéma américain, c'est bien celle du mercenaire. Il apparaît d'abord sous les traits du cow-boy, héros solitaire qui fait régner la loi et la justice, qui repousse la frontière de l'Est en établissant l'ordre là où il n'existait pas encore. Le cow-boy est l'entrepreneur colonisateur. Il ouvre de nouvelles terres à l'expansion capitaliste et à l'exploitation coloniale. Puis, très vite, apparaît son double déformé, le gangster. Anti-héros d'un business underground, il est souvent un prolo ou un migrant qui échappe à sa condition à travers les activités illégales et le crime, acquérant richesse, statut, respect. D'un côté, son parcours dénonce le fait que le rêve américain est une illusion, que la méritocratie n'existe pas. Et en même temps, le monde de la pègre représente un univers parallèle où il peut atteindre ce rêve. En ça, il ne rêve pas d'une société plus juste, d'une société différente, mais simplement de toujours gagner au grand jeu du capitalisme, par tous les moyens possibles. Qui plus est, le gangster a une éthique. Il respecte la famille, il suit un code de l'honneur, il est respectable, il est fait pour être admiré. Cependant, le mercenaire n'est pas toujours le parfait petit soldat du capitalisme. En 1984, William Gibson donne naissance à Case, le héros de son cultissime Neuromancer, roman fondateur du cyberpunk. Case est un cow-boy du cyberespace. Il s'attaque quasi seul aux méga-corporations qui dominent le monde et cherche dans le cyberspace un espace de liberté. Un nouveau Far West où même le pouvoir écrasant des immenses conglomérats qui enferment le monde réel qui l'entoure dans un interminable océan de béton ne saurait faire la loi. Neuromancer et le hacker imprégneront durablement l'imaginaire du gaming, bien sûr à travers les innombrables jeux qui nous plongent directement dans un univers cyberpunk, mais aussi dans le reste de la création. C'est le joueur lui-même qui est un hacker, apprenant à maîtriser le monde virtuel du jeu pour en prendre le contrôle. En termes de design, le mercenaire est une figure parfaite pour le jeu vidéo. Elle offre au joueur un corps unique dans lequel s'incarner, pénétrer dans ce monde, tout en lui promettant une liberté folle et un pouvoir sur le monde. C'est le mercenaire qui change le cours des choses après tout. Le hacker est aussi le double de ces brillants petits entrepreneurs de la tech, de John Carmack à Bill Gates, qui se voient prendre d'assaut depuis leur cave les méga corporations sclérosées de l'époque comme IBM. S'enchaînent alors sur nos consoles de jeux les récits d'agents spéciaux, d'élus de la prophétie, de pilleuses de tombes et autres soldats d'élite. Mais dans les années 2000, la figure du mercenaire de jeux vidéo va vivre un nouveau revirement. Le 22 octobre 2001, Rockstar publie Grand Theft Auto 3. Le jeu est un succès fulgurant, qui ne sera dépassé que par ses suites Vice City et San Andreas. Elle reste aujourd'hui à la première et troisième place des jeux les plus vendus sur PlayStation 2. GTA fait aussi très vite scandale, mettant en scène vols de voitures, crimes, drogue,
le jeu est un paratonnerre pour toutes les paniques morales autour du jeu vidéo. Et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à GTA. Le jeu n'est pas qu'un hit, c'est un symbole culturel de ce qu'est le jeu vidéo. Transgression de l'ordre moral, sa violence crue qui choque les médias, au point qu'on tente de le censurer des États-Unis à l'Australie, devient un symbole de rébellion adolescente. Rockstar, transformé du jour au lendemain en une gigantesque machine à fric, envahit les étalages de jeux avec la même aura sulfureuse. Max Payne, Bully, Manhunt dépeignent des mondes noirs, ultra-violents, dégoulinants de sang, de crasse et de torture. Beaucoup font peur aux plus conservateurs et finiront censurés, voire interdits. Capitaliser sur des titres prévus pour provoquer une panique morale devient une stratégie très très lucrative. Et l'ère Rockstar marque une nouvelle évolution radicale dans la figure du mercenaire. Pour succéder à l'avatar presque muet de GTA 3, le studio anglais décide, avec Vice City, d'écrire son premier grand héros. Il s'appellera Tommy Vercetti. Mafieux italien du Miami des années 90, il est, comme le soulignent Nick Dyer-Weatherford et Greg DePuter dans Imperial City Grand Theft Auto, immédiatement présenté comme un entrepreneur. Il a des dettes à rembourser. That was my money, Tommy! My money! Il est là pour faire du business. Les missions nous enjoignent directement à tuer la compétition. Il acquiert au fur et à mesure des propriétés pour les rentabiliser. Tout le but du jeu, c'est une vaste accumulation de fric, de voitures et de meufs, d'armes et d'immobilier. You do a good job. You work for me now. I work for money. Vercetti est en fait une référence évidente à Tony Montana, le cultissime Scarface intronisé par Brian De Palma. À sa sortie, le film avait créé, comme le jeu de Rockstar, un choc tout calculé. Immigré cubain, Montana se retrouve plongé dans un Miami luxuriant, mais qui se révèle très vite un lieu de crime et de corruption. Montana gagne sa nationalité américaine en acceptant d'assassiner un leader cubain, et surtout un lieu rongé par une violence extrême, qui se révèle dès la célèbre scène de la tronçonneuse, une scène qui a failli valoir au film une classification moins de 18 ans. Scarface dépeint un gangster froid, sans pitié et ultra violent, qui monte dans les échelons justement grâce à cette absence totale de pitié, de respect pour les hiérarchies et les règles familiales. C'est une rupture radicale en fait avec la figure du mafieux père de famille et protecteur qu'on avait connu jusque-là. Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux au début des années 80 ? Le néolibéralisme est arrivé au pouvoir. 1979. Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Angleterre. 1981. C'est Ronald Reagan qui la suit aux États-Unis. Dans les deux grandes puissances, ils viendront installer leur nouvelle doctrine économique néolibérale. Comment résumer le néolibéralisme ? Friedrich Hayek, un des grands architectes de celui-ci, explique que économie vient du grec oikos, le foyer, et nomos, la loi. L'économie, c'est la loi du maître de maison, façon Grèce ancienne, qui règne sur sa femme, sur ses enfants et sur ses esclaves. Cette figure du maître de foyer, elle s'incarne aujourd'hui dans le patron, qui possède et gère son entreprise, qui règne autant sur ses employés qu'il doit en prendre soin. Le dirigeant croise ses travailleurs tous les jours, il garde un contact humain et il garde un certain rôle paternaliste. Plus largement, l'État a lui aussi ce rôle paternaliste, s'assurer qu'on produit utile, proposer des services sociaux pour aider les gens dont la vie dérape. Et tout ça, Hayek, il trouve ça old school, il trouve ça dépassé. Il aimerait transformer l'économie en catalaxie, l'ordre spontané produit par le marché. Il faut oublier tous les autres buts tels que prendre soin de ses employés ou produire utile. La seule chose qui doit prévaloir, c'est la loi du marché, la recherche de profit. Alors les néolibéraux poussent le modèle de la société par action. On sépare d'un côté les actionnaires, qui prennent les décisions pour l'entreprise, sans même voir le visage des salariés. Ils peuvent entièrement se laisser guider par la recherche de profit. De l'autre côté, il y a le PDG et les ressources humaines, qui ne sont plus que des exécutants, payés des fortunes pour réaliser ce que les actionnaires décident, les plans de licenciement massifs, les délocalisations, la gestion d'usines aux conditions de travail inhumaines dans le sud global, bref, les mesures les plus cruelles que dicte la recherche de profit. Mais ils ne font qu'exécuter les ordres. Le but, c'est de couper complètement toute compassion, de couper tout ce rôle paternaliste.
Au niveau de l'État d'ailleurs, c'est la même logique. Les services sociaux sont démantelés, on ne garde qu'une police forte pour protéger la propriété privée, et l'armée pour assurer que le monde extérieur est ouvert au marché. Les États-Unis redoublent leur politique impérialiste et ne se cachent même plus derrière des faux idéaux de démocratie et de liberté. Ils interviennent simplement pour ouvrir des routes de commerce, pour amasser plus de ressources, plus de pétrole. Plus aucune notion de morale, plus aucune notion de bien collectif ne viennent contraindre l'accumulation des richesses. Faut bien comprendre quelque chose au sujet du tournant néolibéral. Le capitalisme d'avant, c'était la domination brutale à laquelle on demandait de garder un visage humain, celui du patron, celui de l'État, celui du bien commun. Le néolibéralisme, c'est la violence qui n'a même plus besoin de masque. À partir de ce moment-là, ça ne sert plus à rien de parodier les dominants. Ils savent qu'ils sont mauvais et ils n'en ont rien à foutre. C'est là que naît le problème que j'essayais d'aborder dans la fascination du fascisme. Toutes les critiques, ils les récupéreront. Parce qu'il n'y a plus aucune honte. Ce changement, il se reflète directement dans les films de gangsters de l'époque. Prenez Les Affranchis. Le film commence sur le portrait d'une organisation mafieuse centrée sur la famille et l'honneur, dont les membres sont respectés partout où ils vont. Mais, au fil des années, et avec l'arrivée du juteux trafic de drogue, les membres brisent les règles une par une pour profiter de l'argent rapide. L'organisation se désagrège sous la recherche immédiate de profit, et les rues sombrent dans les règlements de compte et la violence déchaînée. Scorsese raconte autant des changements dans les groupes criminels en eux-mêmes que dans la société en général. L'oikos, la loi du foyer, de la famille, qui règne autant dans les mafias que dans les petites entreprises, laisse place à la catalaxie, la pure loi du marché. Et vous avez peut-être déjà fait le lien avec un autre baron de la drogue ultra-violent qu'on a déjà évoqué, le sommet de cette trajectoire vers le règne du marché, vers l'explosion de la violence qui se déverse jusque dans l'espace public, elle s'incarne sans doute dans le Scarface d'Oliver Stone et Brian De Palma, l'icône dans laquelle Rockstar puisera, au moment de Vice City, pour construire son propre mythe. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si néolibéral dans GTA ou dans Scarface ? Prenez 2 secondes pour vous poser la question, qu'est-ce qu'on voit de l'État et des services publics dans Scarface ou dans GTA ? À chaque fois, il n'y a pas de représentants démocratiques, d'écoles, de centres communautaires, de mairies, de bâtiments publics ou quoi que ce soit qui puisse ressembler à un État public, démocratique. Il n'y a aucun sens que l'État peut être utilisé comme une protection, offrir la moindre assistance face à l'oppression. La seule chose qu'on voit de l'État, dans le jeu comme dans le film, c'est son bras armé. La police de l'immigration qui enferme Montana, le FBI qui finit par raider sa maison et l'abattre, ou les hordes de flics qui vous poursuivent jusqu'au Wasted dans GTA. C'est l'État néolibéral. Les services publics sont inexistants, l'État n'a plus d'autre présence que son rôle carcéral. La seule règle qui reste, c'est celle du business. Montana s'enrichit parce qu'il n'a aucune autre éthique que le fric. Aucune limite dans la violence pour arriver au sommet. Le film montre très clairement qu'il est un commentaire sur le capitalisme ultralibéral aux États-Unis. Montana débarque de Cuba littéralement pour fuir la victoire de Castro. Il gagne sa nationalité américaine en tuant un gaucho. Stone et De Palma font vraiment pas dans la finesse. Mais ce sera encore plus clair quand Oliver Stone écrira, 4 ans plus tard, un double presque parfait de Tony Montana. Je veux bien sûr parler de Gordon Gekko, personnage central de Wall Street. Trader aux dents longues, il enchaîne les combines, les rachats spectaculaires, les délocalisations cruelles et les fraudes pour accumuler de l'argent à l'infini. Montana et Gekko, le mafieux et le trader, sont tous les deux des mercenaires sans aucune morale, prêts à tout pour l'argent. Stone écrit les 2 facettes du nouveau petit roi de l'Amérique néolibérale. La nouvelle figure du self-made man est un requin solitaire, sans aucune morale, rien d'autre que le pouvoir et la violence nue. Pour lui, tout est travail, tout est business, tout est accumulation de richesses. Il n'a plus de relations humaines, plus de relations amoureuses, même les femmes sont une histoire de fric et de statut. GTA pousse jusqu'au bout la représentation de cet ordre néolibéral qui prend tout. Tout est accumulation d'argent. Même les relations avec les femmes sont uniquement une question de statut. L'espace public devient un lieu de danger et d'agression constante, de GTA à Kane & Lynch en passant par Max Payne.
Notez-vous ça dans un petit coin. Vice City rejoue Scarface, mais toute ironie a disparu, absorbé par la fascination pour notre mercenaire. La dernière chose qui marque cette époque, c'est le rythme effréné que prend la vie, l'accumulation de richesses, les hôtels, les yachts, les putes, les tripes, les hallucinations, les crises, qui explosent au final dans une effusion de sang. C'est le rythme de la cocaïne, qui devient un symbole autant comme marchandise que comme objet de consommation, et aussi un acteur central dans ses œuvres. Elle était la drogue idéale de l'époque, de Scarface à Vice City, justifiant les inégalités de classe, mais surtout faisant miroir de cette accélération du travail et de la consommation. C'est grâce à elle qu'ils s'enrichissent, c'est grâce à elle qu'ils tiennent les rythmes de travail effrénés et la pression intense, quand ils ne la relâchent pas dans une explosion de sang jouissive. C'est comme ça que se voient les pontes du jeu vidéo des années 2010. Les nerds sont sortis de leur cave et ils sont en train de devenir les maniaques qui faisaient semblant de critiquer. Leur vie est travail, leur vie est business. Au procès, ils racontent un quotidien qui est fait d'un enchaînement de couloirs de bureaux, de halls d'aéroports, de teufs dans des suites 5 étoiles. Entre deux complaintes sur la pression écrasante, il y en a un qui s'arrête pour raconter le magnifique aquarium du lobby d'un de ses hôtels. Il trace un rail de C dans les chiottes pour tenir le rythme. Coke qui était dealé directement dans les locaux d'Ubisoft. Et tout le monde peut entrer dans la danse. Toi aussi tu peux faire partie du club. Donne tout au boulot, lâche tout le reste, ris avec nous, et puis serre un peu les dents quand ça tombe sur toi. Peut-être que toi aussi, tu peux être dans le club. Tout le monde peut être un gagnant. Et ils peuvent tout transgresser, puisqu'ils croient en rien. L'argent, ils y croient pas. Ça vaut rien. Le féminisme, c'est ridicule. Ils y croient absolument pas. Mais attention, hein, le masculinisme, le nationalisme, toutes ces conneries, ils y croient pas non plus. C'est une grosse blague. Le communisme, mais vous êtes sérieux, personne n'y a jamais cru. Et le capitalisme, mais c'est la pire des merdes qui nous soit tombée dessus, bien sûr qu'ils n'y croient pas. Mais bon, foutu pour foutu. Autant avoir un peu de fun au passage. Au fil des épisodes de la série, Grand Theft Auto prend un ton de plus en plus désabusé, cynique envers la société qui l'entoure. La formule se solidifie. Un immigré ou un mec noir débarque dans un recoin des États-Unis en balançant 3 répliques sur le rêve américain. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. Own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Il découvre un monde de crasse, d'égoïsme et d'ultra-violence, et il en ressort les rêves brisés. San Andreas commence dans un quartier noir abandonné par l'État et les services sociaux, les gangs devenant peu à peu les dernières organisations de solidarité dans ce coin délaissé, et le jeu raconte comme, au fur et à mesure, le FBI vient y introduire la drogue pour briser les solidarités, monter les organisations les unes contre les autres et pousser au bain de sang. GTA 4 déroule presque scolairement le récit de Nico Bellic, immigré d'Europe de l'Est, débarquant dans une New York avec des rêves de grandeur et de richesse, mais qui se retrouve coincé dans des appartements miteux avec des gangsters complètement instables. GTA 5, enfin, se veut comme un point d'orgue de la série, et une condamnation définitive du rêve américain. Et celle-ci s'incarne en particulier sous les traits de Michael Dacenta. Braqueur à la retraite, il a tout. Femmes, enfants, fortune, bagnole de luxe et une villa somptueuse dans les beaux quartiers de Los Santos. Pourtant, rien ne va. Sa femme est dépeinte comme une abrutie qui se tape le premier coach sportif venu, son fils un branleur qui passe ses journées à jouer à la console, sa fille une décérébrée qui ne pense qu'à choper un peu de célébrité, que ce soit en se faisant humilier sur des plateaux de télé-réalité ou dans le porno. Michael est un père sans amour, sociopathe.
brutal, incapable de renouer des liens avec le moindre des membres de sa famille. C'est le ton que gardera GTA V avec tous les sujets qu'il aborde. Il se fout des droitards, Breaking news. A gang shootout in Puerto del Sol. il se fout des gauchistes, I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? il se fout des hommes, How about you suck my cock? il se fout des femmes, Staying the night. He's a god. des flics. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. Des gangsters, des petits mafieux, des dealers de l'arrière-pays, des tech bros, des patrons, des gosses de riches en yacht, des pauvres, des mecs noirs, des femmes noires. I was on the phone, boy, don't be listening. Goddamn freeloader. Bon, il se fout quand même beaucoup des femmes, et particulièrement des femmes noires. We are women and we are free. We're bringing an end to the patriarchy. We are women. We are free. Son principal élan idéologique, c'est un cynicisme inébranlable envers la vie moderne. Ces critiques acerbes des États-Unis ont parfois offert aux jeux de Rockstar d'être interprétés comme des pamphlets anticapitalistes. In both videos, we discuss how the creators of this groundbreaking series, although born into considerable privilege, used their bourgeois upbringing to create politically revolutionary art, which was then commodified by their parasitical parent company, Take-Two Interactive. GTA 6 2026. Et d'un côté, en vrai, je suis contente qu'on récupère à gauche certains tacles bien sentis à l'Amérique moderne que met la série. Seulement, comme le note John Bales dans Ideology and the Virtual City, GTA répète aussi encore et encore que ça ne changera jamais. Parce que les gens sont trop cons. Il n'y a pas d'autre alternative. On le disait, le jeu tape sur tout le monde, tous les citoyens de Los Santos sont des débiles, ils sont absorbés dans leurs besoins immédiats, le jeu décrit littéralement une anti-société. C'est un monde où la nature humaine en elle-même est corrompue et il n'y a rien à sauver. Toute tentative d'améliorer le monde est systématiquement décrite comme vouée d'avance à l'échec, parce que les gens sont cons. Et c'est ça que dit fondamentalement GTA. Le monde, il est pourri, il est impensable d'échapper à ce monde pourri, alors, quitte à y être coincé, on va vous montrer comment faire pour faire partie de l'élite, comment être au sommet de l'échelle. Peu importe s'il faut massacrer des gens à la chaîne, s'il faut profiter de commerces qui ravagent des pays entiers, peu importe s'il faut collaborer avec les pires merdes que l'humanité ait connues. De toute façon, le monde est pourri. C'est vraiment parce que vous nous y obligez. John Bales affirme ainsi que les héros de GTA s'inscrivent dans la figure du cynique qu'ont notamment étudié Peter Sloterdijk et Slyov Žižek. En s'appuyant sur leurs réflexions, Bales souligne quelque chose de très important. Les cyniques prennent plaisir à leur conformisme réticent. Les héros de GTA vivent du crime et de la fortune parce que c'est ce que tout le monde fait, parce qu'ils sont bien obligés. Ils se conforment même s'ils sont réticents. Mais bien sûr qu'au fond c'est fun, toute cette série de crimes. Ce soi-disant cynicisme, il est d'une hypocrisie sans fond. C'est juste un style qu'on se donne pour montrer que nous, on n'est pas comme les barbares qui font des crimes premier degré. Nous, on est au-dessus de ça, hein, on n'y croit pas au capitalisme. Mais bon, on va pas se priver. Nous, on a bien compris que cette société, elle est immonde. On le fait juste parce que, si nous on le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est aussi une façade pour soi-même, pour continuer à faire du mal, tout en se disant qu'on n'est pas pour autant quelqu'un de mauvais. Après tout le monde fait pareil. Et même GTA V a une certaine finesse d'écriture, et il assume un petit peu cette hypocrisie. On l'entend chez les différents persos. Malgré toutes les façons dont Michael essaye de jouer le père modèle, de désavouer le plaisir qu'il prend dans le crime, au final, il est bien obligé d'avouer qu'il s'éclate. Il défoule enfin toute la rage qu'il a accumulée dans la série de braquages et de fusillades. Il s'éclate avec Trevor. Le crime lui permet de renouer les liens avec sa famille. Il retrouve avec Franklin la relation père-fils qu'il a jamais réussi à avoir avec Jimmy. Le crime permet même de faire revivre un peu de rêve américain, de briser les barrières de la race et de la ségrégation. Le jeu ne condamne jamais cette hypocrisie du cynique. Il l'assume complètement. Le cynicisme à la GTA,
c'est voir que le monde façonné par le capitalisme néolibéral est un enfer, mais décider de ne rien faire. Parce qu'on a une haine trop virulente envers les gens qui nous entourent pour croire en eux. C'est voir le mal et la violence se montrer nus partout, mais ensuite se parer d'excuses. Hausser les épaules, dire qu'on n'y peut rien, et y prendre part. Plonger dedans jusqu'au cou pour en ressortir vainqueur. Ce cynicisme, on le retrouvait tel quel dans la bouche des dirigeants d'Ubisoft. Tout au long de l'audience, ils n'ont eu de cesse de répéter qu'ils n'y croyaient pas. Ils savaient que leurs blagues étaient nulles, ils riaient eux-mêmes du ridicule de leurs propres vannes. C'était tellement exagéré qu'on pensait pas que qui que ce soit allait prendre ça au sérieux, déclarait Tommy François. C'était débile, hein, quand on dessinait des bites partout, quand on montrait nos culs, quand on les traitait toutes de bitches et de salopes. Bon, et le truc de mimer le nez crochu du pote juif à Patrick, là, et de lui balancer des pièces au sol pour qu'il les ramasse. C'était un peu nul, mais ça avait pas de sens. Les rites d'humiliation de Christelle, c'était grand guignol. Pourtant, derrière, toutes celles et ceux qui étaient visés par ces merdes, et toutes celles qui riaient pas à leurs blagues, ressortaient de leur journée à Ubisoft éreintés, terrifiés et seuls. Eux, pendant ce temps, ils continuent à faire des jeux machistes et racistes, à amasser une fortune sur le travail jour et nuit de milliers d'employés, et à agresser, pour de vrai, des meufs. Derrière l'humour, la brutalité de la misogynie et du racisme, ils étaient toujours là. Derrière le style qu'ils se donnaient, ils prenaient tout autant de plaisir à la violence, à l'humiliation et à l'agression. Bell Hooks voit exactement le même cynisme dans l'œuvre de Tarantino. Elle écrit que Pulp Fiction rend le sexisme, le racisme, l'oppression si ridicule que tu penses que tout le monde va voir comme c'est absurde. Mais c'est là qu'on entre dans la zone de danger. Les gens vont rire devant l'absurdité, mais y adhérer quand même. Et c'était la façon de penser qu'on a repris dans les couloirs du lit. On savait que c'était ridicule, mais on le faisait. Et même, on se permettait de le faire parce que c'était ridicule, parce que c'était sans importance. C'est exactement le cynicisme dont on parlait. Une nonchalance de façade pour désavouer la violence brute qu'on continue de commettre derrière. Et, comme le notent les auteurs de Games of Empire, qui citent justement ce passage de Bell Hooks, c'est précisément l'humour qui se retrouve dans GTA. Et c'était aussi l'humour des couloirs d'Ubisoft. L'humour qui n'était rien d'autre qu'une violence folle, et l'humour qui était condamné ce jour-là. C'était l'humour post-Reagan, l'humour des mecs qui n'y croient pas, qui ne pensent pas du tout. Mais c'est justement pour ça que tout leur semble permis. Comment est-ce que cette vision, elle transparaissait dans les jeux, en particulier dans ceux d'Ubisoft ? C'est une question particulièrement intéressante, parce que ces jeux, ils ouvrent aussi en même temps l'ère du jeu en monde ouvert. Après le succès monstre de Vice City et San Andreas, Rockstar décide de voir les choses en grand. Son prochain monde ouvert doit désormais capturer le réel au plus près. Pour GTA 4, le studio inaugure un processus de documentation ultra précis, étudiant de près pendant des mois la vie new-yorkaise, amassant les photos, les prises de son, des montagnes de données qui serviront à recréer une Liberty City au plus près de la ville dont elle s'inspire, New York. Il y a déjà là une ironie que soulignent Deputer et d'ailleurs Witherford. GTA 4 célèbre en longueur la street life grouillante de New York, au moment même où Rockstar avait choisi de poser leurs locaux dans un entrepôt réaménagé au milieu d'un quartier délaissé, qu'ils participaient ainsi à gentrifier. Rockstar, comme d'autres entreprises du numérique, était le bénéficiaire d'une guerre de classe urbaine qui a effacé, marginalisé et déplacé précisément les aspects de la vie métropolitaine que le développeur allait romancer et célébrer dans ses jeux. Pour Ubi, c'est pas juste que cette vision elle s'imprimait, c'est qu'elle était littéralement dessinée par-dessus. Lors du procès ont été évoqués tous les voyages que l'équipe éditoriale organisait pour permettre aux équipes de faire du repérage pour les jeux. En effet, jouer sur le réalisme, jouer sur la documentation, ça avait permis à Ubisoft de changer sa com. On est passé de trailers présentant les pays des Far Cry comme des grands camps de vacances où se shooter à longueur de journée et tout faire exploser, un truc qui passait plus très bien à partir de 2015, à des grands reportages où on voyait les développeurs se rendre sur place, parler avec les populations locales. On mettait un beau vernis de sérieux et de respect sur notre fête foraine dans le tiers-monde.
Et c'était passionnant d'avoir un récit sincère et pas filtré par la presse de ces voyages. Étonnamment, ils parlaient moins de leur visite en elle-même que du luxe de leurs hôtels, des interminables voyages en première classe, des fêtes qui s'organisaient dans les chambres et à l'E3. Cela dit, un témoignage écrit racontait aussi avec passion comme il a dû plonger dans les coins les plus dangereux, photographier les ghettos, les favelas, parler à des narcotrafiquants, et même, je cite, aborder des prostituées transgenres de Cuba. Une plaignante évoque des voyages à San Francisco, sans doute pour Watch Dogs 2, où la team s'était notamment permis une petite virée dans une boîte gay, une soirée qu'ils ont ensuite évoquée comme le bon gros moment de rigolade en mode safari chez les PD. Bon, bien sûr, c'est pour le boulot. Et au passage, pour le boulot, ils ont mitraillé tous les clients avec leurs appareils photo, sans demander leur avis à personne. Ce qui ressortait de tous ces témoignages de safari photo, c'était un attrait pour ce qui leur semblait sensationnel, exotique. Les pauvres, les putes, les PD, qui étaient pris en photo sans aucune forme de consentement par une bande de trentenaires chelous qui se marraient dans leur coin. Une fois rentrées au bercail, ces photos, elles étaient imprimées, elles étaient exposées partout sur les murs du studio pour faire fonctionner l'inspiration. Selon un témoin, c'était courant qu'on dessine par-dessus les photos, qu'on colle le visage d'un collègue sur la photo d'un petit enfant pauvre ou d'une travailleuse du sexe ou d'un twink pris à la volée. Vous vous rappelez du scandale des photomontages Quantic Dream ? Très probablement pas le seul. Et enfin, à partir des photos, les artistes créaient des concept art destinés à être transformés en contenu pour le jeu. Comme le racontait un témoin, très souvent, ces concept art étaient retracés directement par-dessus la photo, copiant les lieux, mais aussi directement les personnes, les gosses dans les rues, les mecs dans les boîtes. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec une version caricaturale d'eux-mêmes dans un jeu Ubi, simplement parce qu'un vieux crado du fond du grenier de l'édito les a pris en photo 3 ans plus tôt sans rien leur demander. Ainsi, ces voyages, ils servaient pas juste à prendre des images, ils servaient à créer un regard. Quand ces hauts cadres d'Ubi débarquaient à une petite dizaine, entre couilles, sortaient de leur vol de première classe et filaient direct en taxi vers leur hôtel de luxe, pour se préparer ensuite à aller dans les favelas. Tout ça servait à les séparer de ce qu'ils allaient y voir. Ils ne se mélangent pas. Ils sortent quelques instants de leur cocon de luxe, ils observent la faune sauvage, ils la mitraillent de photos et ils repartent avec. Et ce regard, il se reproduisait dans les jeux. Les séries des Far Cry et des Ghost Recon offrent systématiquement des représentations exotifiantes de pays du sud global à feu et à sang que l'on doit sauver, à l'exception de Far Cry 5. Ghost Recon Breakpoint a fini par être critiqué par le gouvernement bolivien, tellement sa représentation d'un pays gouverné par le narcotrafic et qui a besoin du sauvetage des États-Unis était caricaturale. Et genre, soyons sincères 2 secondes. Est-ce que votre motivation à jouer à Far Cry, c'est vraiment de la compassion pour les habitants des dictatures du sud global ? Ou c'est de faire péter des trucs ? Dès qu'on se rapproche de la sortie, le marketing se recentre sur le plus important. Vous allez sauter en parapente, foutre le feu à des camps, libérer des animaux sauvages pour bouffer des miliciens et mitrailler tout ce qui bouge, avec une Gatling au son bien crunchy. On incarne cet être extérieur, cet être au-dessus de la mêlée, qui sort quelques instants de son enclos de sûreté pour se mêler aux sauvages et puis en revenir. C'est, au final, le même cynicisme qu'un GTA. On sait que le monde est pourri. Honnêtement, quand on lance un Far Cry, on sait qu'on n'y joue pas pour se vouer à la cause de la libération populaire de l'Amérique du Sud, mais une distance et un dédain complet pour les habitants nous permettent d'oublier tout ça. En 2 mots, c'était un regard colonial et raciste. Et je vais en profiter pour faire un petit aparté là-dessus. Les récits du procès ont tendance à peu mentionner le racisme, alors que le racisme était omniprésent dans les récits de l'époque. J'ai mentionné les blagues antisémites, les pièces lancées au sol des collègues juifs pour qu'ils les ramassent. À côté, les collaboratrices d'origine arabe racontent comment l'ambiance est passée de blagues incessantes sur leur nom, et puis, d'un coup, au moment de l'attentat du Bataclan, c'est devenu des silences quand elles entraient dans la pièce. Des fois dans le couloir, elles entendaient des « faut tous les tuer » avant qu'on les remarque et que ça se taise. L'homme qui témoignait de sa mise à l'écart avait été largement moqué pour ses origines dès son arrivée, et c'était une des raisons pour laquelle il n'avait rien accepté. Et pour les personnes noires, c'est leur absence quasi totale du sommet d'Ubisoft jusqu'aux plus petits échelons qui marquait leur exclusion absolument totale. C'était impossible
à ne pas voir sur les bancs du tribunal de Bobigny. Une part non négligeable des personnes qui portaient l'affaire aux tribunaux n'étaient pas blanches. Et ce qui unissait la quasi-totalité des accusés et des personnes étant venues les défendre, même parmi les femmes qui se sont levées pour leur trouver des excuses, c'était la blanchité. Maintenant que c'est dit, je voudrais conclure un peu sur tout ce qu'on a dit jusque-là. Parce que, au vu des coûts inouïs, autant en termes de fric qu'en termes de vie humaine brisée qu'avait l'éditorial d'Ubisoft, on a souvent tendance à dire « mais en fait tout ça ne servait à rien ». On peut faire des très bons jeux sans la violence incessante au bureau, sans le surtravail des équipes, sans les salaires mirobolants des dirigeants. Et c'est absolument vrai. Mais c'est aussi complètement erroné de dire que ça ne servait à rien à l'Ubisoft de l'époque. Ça leur a servi à bâtir, au sein des locaux, un entre-soi viriliste, raciste, bourgeois, dans laquelle on célébrait une masculinité néolibérale de l'effort jusqu'à la rupture, puis de l'excès et du défoulement. Ça servait à discipliner les équipes, à les pousser à se donner jusqu'au bout dans leur travail pour pouvoir croquer un peu dans l'entre-soi. Et ça servait à construire un certain regard sur le monde, un regard distant, conquérant, cynique, la vision d'un monde ouvert au business dont ils étaient les rois, la vision d'un monde qui est à eux. Les jeux Ubi, comme les jeux Rockstar, invitaient ainsi le consommateur à s'identifier à ce mindset de la masculinité néolibérale, la masculinité du crunch et de l'empire du monde ouvert tel qu'en parle Christopher Patterson. Il n'y a pas de sens à la vie, le monde est un terrain de jeu où tout ce qui compte, c'est le fun. Il n'y a pas d'hiérarchie, tant que vous acceptez d'être fun, vous êtes dans la team. Et à partir de là, le monde ouvert est à vous. C'était un mindset qui les ravageait, eux aussi, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Il y a une question qu'on a évitée jusque-là. On a expliqué que le néolibéralisme leur permettait d'être violents. On a compris quelle domination cela servait à reproduire. Mais pourquoi choisissait-il d'être violent ? On a fait comme si cette masculinité du crunch, elle se répandait de studio en studio, mais en fait ils étaient libres de façonner leur méthode. C'était pas par intérêt économique, ni le crunch, ni le harcèlement ne sont rentables. Ils fatiguent les équipes, ils créent des départs en boucle, ils créent un manque d'expérience omniprésente dans une industrie où les gens tombent et ne durent pas 10 ans. Et cette violence, eux aussi elle les ronge, eux aussi elle les détruit. Je vais pas répéter des détails intimes qui sont un peu sortis pendant le procès, mais les bribes de vie personnelle que racontaient les 3 accusés, elles peignaient un quotidien morne, des excès et des abus qui éradaient toutes leurs relations humaines, une impossibilité de former le moindre lien profond avec les gens qui leur étaient les plus proches, un désespoir noyé dans l'abus de substances. Tu m'étonnes que c'était des fans de Welbeck. Cette noirceur, elle transparaissait dans leur jeu. On l'a évoqué en première partie, les jeux de cette période se faisaient sombres, sans aucun espoir. Max Payne, tout au long des 3 épisodes de la série, raconte l'inlassable descente aux enfers d'un flic vaguement idéaliste dans un New York de films noirs rongé par le crime, la corruption et les rituels quasi sataniques. Dans les jeux Rockstar, dans les Kane & Lynch, les héros sont tous désabusés, alcooliques. Le monde apparaît comme de la crasse, un immense enfer de crasse, une pourriture qui pénètre jusqu'au plus profond de votre être. Et on y plonge, on y nage, on y défouraille tout ce qui bouge, et on en ressort souillé à jamais. Cette vague de third-person shooter quasi apocalyptique a même reçu un nom, celui d'Ugly Games. Quand on étudie ce genre d'agresseurs, chez un peu tous les héritiers du matérialisme, on a tendance à éviter de demander pourquoi ils faisaient ça.
parce que ça serait psychologisant. Pourtant, la clé c'est peut-être que ce qu'il se passe dans nos cerveaux n'a rien d'individuel ni d'immatériel. Le nouvel esprit du capitalisme, il s'est imposé parce qu'il permettait de mettre les gens au boulot sans qu'ils se révoltent, pour qu'ils aient le sentiment de s'accomplir au travail. C'est l'idéologie qui a su le mieux pacifier les conflits sociaux. Elle se traduisait ensuite dans leurs œuvres, c'est là qu'on va directement l'observer, et par là, elle contaminait d'autres travailleurs. Alors, allons-y. Parlons de cet équilibre qui demandait des litres de sang quotidiens en sacrifice. Il y a un mec qui a souligné la continuité entre les mentalités des hommes qui constituaient les rangs des nazis et celles des capitalistes d'aujourd'hui, bien avant que Chapoutot se réveille là-dessus. Ce mec, c'est Klaus Teweleit. Teweleit, dans les années 80-90, il s'est mis en tête d'étudier en profondeur les écrits autobiographiques et fictionnels des Freikorpsmen. Ex-soldats de l'armée allemande, ces troupes d'hommes décident, à la sortie de la Première Guerre mondiale, de ne pas rendre les armes, préférant dédier leur vie à la guerre et à la tuerie. Ils deviennent des mercenaires errants. Ils seront les acteurs principaux de la répression dans le sang des tentatives de révolution communiste en Allemagne, puis viendront, sans surprise, constituer le gros des troupes les plus fidèles de Hitler, et parmi ses officiers les plus gradés. Après 400 pages à analyser les écrits des Freikorpsmen, à retracer le contexte historique de la société allemande à travers la modernité, Teweleit isole 3 figures qui reviennent encore et encore, 3 types d'expériences que les mercenaires recherchent compulsivement pendant leur massacre. Et il affirme également que ces 3 figures, ces 3 types d'expériences, on les retrouve aussi dans le monde civil, dans le monde du travail, dans sa belle Allemagne capitaliste de l'après-guerre. Ces 3 figures sont la place nette, la bouillie sanglante et le blackout. La place nette. Le soldat panique face à une masse qui grouille de partout, alors il appuie sur un bouton et le miracle opère. Tout se vide. Forme civile, l'esquive, le déni de ce qui dérange. Tommy François et Serge Asquet qui ne savent reconnaître qu'à demi-mot devant la juge ce qu'ils ont passé des années à construire. La bouillie sanglante. Les Freikorpsmen procédaient sans cesse à des meurtres cruels, balles dans la tête à bout portant et autres cadavres écrasés, déchiquetés, rendus méconnaissables, s'acharner sur son ennemi jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une masse de chair informe. Forme civile, toutes les démolitions verbales, les mettre toutes dans le même sac. Les meufs sont toutes les mêmes, toutes des bitches, toutes des putes. Elles sont réduites à une masse. Bref, l'ambiance fun à Ubisoft. Le blackout. Continuer l'effort d'entraînement de la bataille jusqu'à la défaillance. Le Freikorpsman qui se perd dans l'ivresse de la bataille jusqu'à s'évanouir au milieu de l'affrontement. Forme civile, travailler, cracher jusqu'à perdre connaissance. Parler comme une mitraillette, pensée foudroyante, fulgurance d'esprit, trait d'humour. Une fois de plus, ce que décrit Teweleit correspond tout pile à ce qu'on voyait 40 ans plus tard à Ubisoft comme le modèle du talent, le petit protégé aux fulgurances géniales auquel toutes les portes s'ouvraient. Ces 3 perceptions, on les retrouve précisément et à répétition dans nos Ugly Games. Bouillie, place nette, blackout. Bouillie, place nette, blackout. Bouillie, place nette, blackout. C'est elles qui font la structure de ces récits. On retrouve, point par point, chacune des formes civiles dans les comportements qui étaient la règle dans les studios et dans les idéaux masculins qui régnaient en maître dans les couloirs de Montreuil. J'ai pris mon temps avant de vous parler de Teweleit. Parce que je savais que la comparaison avec des mercenaires sanguinaires qui, pour la plupart, deviendront littéralement des nazis, elle allait facilement sembler exagérée. On n'a pas encore prouvé qu'ils pensaient pareil, mais avouez que les parallèles commencent à devenir troublants. Alors, plongeons un peu plus pour comprendre pourquoi ces soldats recherchaient cette violence. Les Freikorpsmen voyaient tout ce qu'ils détestaient, c'est-à-dire les femmes, les communistes, les juifs, les racisés, les queers, comme des espèces de flux incontrôlables et dégueulasses. Les prolétaires étaient sales, désorganisés, couverts de boue, ils s'abandonnaient bassement à tous les plaisirs de la chair.
C'est comme si seule la société bourgeoise permettait de garder des contours bien nets et que les prolos n'étaient qu'une espèce de masse indistincte qui bouffait et baisait. Alors, quand ces derniers se révoltaient et formaient une armée, ils devenaient les flots rouges qui menaçaient à tout moment d'engloutir le soldat, de lui faire perdre ses contours, le faire plonger dans cet océan de saleté et de promiscuité. Les femmes, elles, étaient évidemment la source de tous ces flots. Le flot des règles, le flot des mots et des insultes quand elles s'énervaient, le plaisir sexuel qui risquait d'engloutir le soldat. Bien sûr, on peut ajouter que les racisés, que les colonisés étaient sans cesse représentés comme des flots menaçant d'engloutir la nation blanche. Que les juifs étaient vus comme créant la promiscuité et floutant les frontières nationales à travers le système financier international que, selon leur théorie du complot, ils maîtrisaient. On peut voir qu'au centre de ces peurs, il y a une terreur face à leur propre plaisir et une haine de celui-ci. Les prolos sont crades parce qu'ils s'adonnent au plaisir, les femmes sont immondes parce qu'elles en sont la source. Le plaisir, c'est là où ils risquent de s'abandonner, de se dissoudre, de perdre leur contour, et de ça ils en sont terrifiés. Même quand ils parlent de leurs femmes, ils ne parlent jamais de sexe, jamais de plaisir avec elles. Toute leur existence est profondément désexualisée. Les Ugly Games suivent exactement le même schéma. La seule différence, c'est juste que, dans les années 2000 qu'ils décrivent, le monde entier est devenu un enfer inéluctable de flux, de plaisir et de crasse. Le Los Santos de GTA V est rongé, comme on disait, par la recherche de jouissance immédiate. En miroir, les mondes de Max Payne, Kane & Lynch, Manhunt sont des enchaînements sans fin de ruelles dégueulasses, de gangsters crasseux et suants qui explosent sous votre main en un amas de chair et de sang. Pour tous ces jeux, le monde est crasseux et corrompu. En fait, ils parlent tous de la même chose. Dans GTA, le plaisir et la recherche immédiate de jouissance, c'est la crasse qui pourrit la société. Et la crasse d'un Max Payne représente une société corrompue par la recherche de jouissance immédiate. C'est la même vision d'un néolibéralisme qui aurait corrompu la société jusqu'à la moelle. On retrouve précisément une haine du plaisir. Le plaisir vu comme de la crasse est directement associé au peuple, à la masse qui grouille, aux femmes et aux gangsters non blancs. Les héros vivent eux aussi leur monde comme profondément désexualisé. À la fois, pendant de longues et dark cinématiques, on nous présente comme ils ne ressentent plus aucun plaisir, comme ils ne trouvent plus aucune connexion ni aucune romance dans le sexe, dans le monde extérieur, comme ils le noient dans l'alcool, dans la drogue et dans la seule vraie jouissance qu'il leur reste, le bain de sang. Face au flot qui corrompt son monde, le mercenaire doit se rigidifier, s'ériger droit et tirer dans le tas. On peut maintenant comprendre d'où viennent les trois figures de Tevelite, Place Nette, Bouillie Sanglante et Blackout. La place nette est la plus évidente à déchiffrer. Tout ce qui grouille, tout ce qui se mélange, tout ce qui menace de submerger, on tire dedans, on le massacre et on revient au calme. La bouillie sanglante, transformer l'ennemi en un amas informe, est une correction administrée à la fausse apparition de ces femmes et par laquelle leur véritable nature est rendue visible. Au fond, ces grognasses ne sont qu'une pile informe de chair et de jus et on l'a rendue visible à nouveau. Les traités de bitch et de salope à longueur de journée revient à faire la même chose verbalement, les réduire à une masse de chair. Et toutes les humiliations aussi, qu'elles visent directement des collègues femmes ou bien des hommes qui se font détrôner de leur virilité. Le blackout, enfin, c'est le court moment de jouissance qu'on peut enfin s'accorder, où après s'être noyé dans l'effort viril, le mercenaire peut enfin se laisser à un infime instant de plaisir, d'abandon, certain de se réveiller toujours plus ferme. C'est ce que répétait chacun de ces jeux. Bouillie, place nette, blackout. Ainsi, les petits rois du milieu se représentaient dans leur jeu en Freikorpsmen de notre temps, des mercenaires investis d'une mission divine de nettoyer la boue qui a recouvert notre monde en massacrant tous ces crasseux. La violence s'abat toujours sur les minorités raciales, entre-temps les gangsters noirs, latinos ou asiatiques ont juste remplacé les juifs, roms ou polonais. À côté, ça ne bouge pas, on tire toujours autant sur les femmes qui n'arrêtent pas de gueuler et de se trémousser face à un flingue, sûrement déjà trop habituées à avoir un canon pointé sur elles depuis des siècles. Ces figures de mercenaires
étaient le reflet de leur créateur. Vivant dans leur cocon de luxe le plus clair de l'année, ils s'organisent des petites sorties pour tremper les pieds dans la crasse, prendre en photo ces populations pour ensuite les modéliser au bout du flingue d'un joueur. Accumulant toute la journée la pression, ils la lâchaient sur la moindre neuf qui passait dans l'open space, la démolissant verbalement et l'humiliant en groupe. Ce sont les mêmes schémas qu'ils reproduisent, dans leur jeu comme dans leur quotidien au travail, la plèbe, les femmes, les noms blancs comme un puits de flot, de crasse et de sang, dans lequel on plonge mitrailleuse à la main pour les réduire à la bouillie qu'ils sont originellement, pour défouler tout le vide qui nous habite aussi, pour se sentir vivant. La seule lueur au-delà de l'horizon pour les Freikorpsmen, c'était l'idéal de la femme blanche, de la femme pure qui les attend à la maison. Et, on l'avait dit, une des premières choses qui surprend Evelite dans le livre, c'est que, pour des mecs si fiers de leur virilité et de leur hétérosexualité, ils ne décrivent quasi jamais de relations sexuelles avec elle. La femme blanche est complètement vidée de tout désir. C'est ça qui la différencie des femmes prolétaires, et aussi des travailleuses du sexe, des femmes trans, des femmes noires et arabes, etc., c'est qu'elle a abdiqué toute sexualité, tout plaisir, qu'elle est en vérité plus comme un cadavre qu'autre chose. Et cette femme domptée dans l'espace domestique est le symbole d'une société à venir, où ils auront complètement pacifié, dévitalisé le monde sauvage, pour se protéger de toute attaque de l'extérieur. Le temps promis du Lebensraum. C'est là la différence entre les mercenaires du jeu vidéo et leurs ancêtres allemands. À l'aube du XXIe siècle, nos masculinistes ne rêvent plus d'un monde purifié auquel revenir. Ils n'ont pas, là maintenant, l'espoir d'une société assainie et fasciste, ils sont coincés à jamais dans la nuit éternelle d'un capitalisme néolibéral sans issue. La femme est d'ailleurs toujours le symbole de ce désespoir. Soit, comme dans Max Payne, ou dans les derniers Splinter Cell, il restait une femme pure, l'épouse du héros. Encore une fois, elle n'est jamais montrée comme sexuelle, mais malheureusement ce dernier reste de pureté sur Terre est morte. Soit il n'y en a jamais eu, et toutes les femmes sont des salopes, baiseuses, atteintes par la corruption, comme dans GTA. Ça peut sembler, en surface, du pessimisme. Il n'y a plus aucun espoir d'un monde sain et purgé. En vérité, ça les libère. Plus besoin de justifier leur violence par le rêve d'une petite vie tranquille qu'eux-mêmes trouvent chiante à mourir, leur vie peut être dédiée à répéter, encore et encore, la guerre implacable contre la crasse de ce monde, le massacre et le bain de sang jusqu'à la défaillance. Leur vie peut enfin être dédiée au fun. Tout cela, on le retrouve autant dans les jeux que dans les paroles des dirigeants d'Ubisoft. Plus aucune femme pure, toutes des bitches et des salopes à démolir sans cesse. Et ce nihilisme misogyne, il l'héritait autant des vilains jeux vidéo de Rockstar que d'œuvres vues comme parfaitement respectables, que ce soit le cinéma hollywoodien, les grands films de gangsters, ou même du Michel Houellebecq, comme on le disait, auquel Serge Asquith faisait souvent référence. Houellebecq est célèbre pour sa façon de décrire un monde moderne où ont définitivement disparu le bonheur, la connexion avec l'autre, la possibilité d'un amour pur avec une femme, ce qui excuse des romans où se mêlent spleen baudelairien, misogynie crasse et récits à peine cachés de ses propres expériences de tourisme sexuel. Le nihilisme cynique et profondément misogyne qui habitait les trois dirigeants qui se tenaient devant moi ce jour-là, c'était pas le problème des jeux vidéo violents. C'est le nihilisme qui habite les hommes sous le capitalisme tardif. Le nihilisme d'hommes qui se voient dans un monde saturé de plaisir, vidé de toute pureté, de tout amour. Le nihilisme qu'ils justifient en disant que c'est la faute des femmes et de la plèbe qui ont perdu toute leur rigueur et toute leur pureté. C'est le nihilisme qui leur permet de se voir en héros s'élevant au-dessus du monde de crasse au moment où ils s'évanouissent en se tuant à la tâche pour leur patron. C'est le nihilisme qui leur fait rêver de plonger dans ce flot de merde et de femmes et de pauvres et de gangsters et de non-blancs et de tout réduire en bouillie. Vous vous dites peut-être que j'en fais trop. Au cours de l'audience, la juge relate le témoignage d'une ex-membre de l'équipe de Guillaume Patrux, un des 3 accusés dans l'affaire. Elle raconte que, dans les moments où ils étaient seuls, Patrux lui confiait, régulièrement, le même fantasme, répété comme une promesse. Un matin, comme tous les matins, il arriverait au bureau. Il poserait sa veste, déballerait ses affaires,
et en sortirait une arme automatique, chargée. Il détaille comme il entrera, s'avancera et abattra ses collègues, un à un. Il précise quel chemin il prendra entre les bureaux, mime la tuerie. Une fois que chaque membre de leur équipe baignera dans son propre sang, il ne restera plus qu'elle, prostrée au fond de l'open space. Il s'avancera vers elle et, en dernière, la tuera d'une balle dans la tête. Il conclut en ajoutant qu'il a une arme chez lui. Le reste de la journée, il mimera à plusieurs reprises des coups de feu en direction des bureaux et de sa collègue. Ça ne m'intéresse pas de savoir si les ex-responsables d'Ubisoft auraient pu devenir des tueurs. Quand on écoute Tommy François, on voit qu'au moins ceux au sommet de l'échelle trouvent un équilibre entre le vide qui les dévorait et la violence qu'ils pouvaient déchaîner sur leur entourage, et ne semblaient pas exprimer des fantasmes de meurtre. Dans sa dernière vidéo, Grégoire Simpson décrit que les serial killers sont souvent des hommes en situation de déclassement et de frustration, et c'est le schéma qu'on retrouve ici. Patrick, c'était celui des trois qui se retrouvait coincé dans ses ambitions, à la tête d'un projet qui tournait en rond sans trouver de direction, et c'est lui qui parlait le plus explicitement de violence. Ça m'intéresse pas d'établir un profil psychologique de ces hommes, comme s'ils étaient des malades à guérir. Ils sont le type d'hommes que produit le capitalisme néolibéral. Il y en aura toujours un pour remplacer l'autre, une fois que le premier sera parti faire sa thérapie et créer son refuge animalier. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est qu'ils projetaient, à l'écran, leur façon de voir le monde comme crasse, leur vision d'eux-mêmes comme héros qui plongent dedans pour en émerger couverts de sang mais intacts, plus virils que jamais. Ils devenaient les nouvelles figures que suivaient leurs travailleurs. Ils faisaient adhérer leur public à une masculinité néolibérale, une masculinité du crunch, de la plongée dans l'effort jusqu'au blackout, qui faisait d'eux de bons petits soldats qui se tuaient à la tâche, puis devenaient à leur tour bourreaux, ou disparaissaient dans le silence s'ils craquaient avant. Le but, c'est que nous, en bas de l'échelle, on accepte les pires traitements et on en demande encore. Parce que si on est assez égoïste, assez violent avec les autres, alors peut-être qu'on montera les échelons. C'est en se désidentifiant de ces récits, en se séparant de ceux-ci, qu'on réalise qu'il faut résister collectivement pour opposer à ces petits chefs le pouvoir des travailleurs unis et briser le leur. On est de retour dans un monde où la violence se montre nue. Les États-Unis sont revenus à une politique impérialiste brutale qui ne tente même plus de se voiler des droits de l'homme et du bien commun et qui clame fièrement tuer en masse pour faire gagner ses intérêts économiques. Après 2 ans à montrer son génocide des Palestiniens à visage ouvert, Israël bénéficie toujours du soutien d'une majorité des grandes puissances militaires occidentales, pendant que le mouvement de soutien à la Palestine est activement censuré en ligne et réprimé dans la vraie vie. Les déclarations ouvertement racistes de grands dirigeants, les scandales de corruption et les affaires de violence sexuelle s'enchaînent et aucune ne semble déstabiliser le moindre de ces despotes. Nous sommes de retour dans une ère sans morale. Dans cette situation-là, il y aura très vite que 2 choix. Soit on est en permanence révolté contre l'état du monde, mais pour rester révolté, il faut de l'espoir, il faut des perspectives, il faut qu'on sente qu'on ait de la capacité d'agir, il faut des organisations auxquelles on prenne part. Sinon, un beau jour, on fatigue de rester constamment en alerte, on a bien le droit à une petite pause, alors on hausse les épaules et on se dit qu'on peut souffler un petit peu et continuer à vivre. On rentre dans la danse du cynique. Et tout le monde vous rassure que vous pouvez lâcher un peu et devenir cynique. Les journaux les plus chics vous donnent leurs tips contre l'éco-anxiété. Les podcasteuses les plus humaines d'entre nous vous rassurent qu'il faut parfois se déconnecter des journaux pour préserver sa santé mentale. En vérité, le rire de GTA, cette façon de regarder le mal en face,
et de s'en moquer d'un ricanement dédaigneux, mais qui lui fait rien juste pour se sentir supérieur intellectuellement, c'est le ton qu'on retrouve de façon écrasante dans la presse de gauche, de Libération jusqu'aux différents canards. Quand on tourne en ridicule l'oppression, on cache activement le fait qu'elle fait réellement du mal. C'est sur ça que repose l'humour de GTA, c'est ça qui permettait aux dirigeants d'Ubisoft de continuer à harceler, tout en sachant qu'ils étaient misogynes et merdiques. Et une partie des journalistes qui ont couvert les affaires Ubisoft et Quantic ont, eux aussi, à nouveau, tourné en ridicule les oppresseurs. Plutôt que d'établir une vraie compréhension de la violence de ces faits, ils se détachaient juste nonchalamment de ces agresseurs. Pff, regardez comme ils sont cons, regardez comme ils sont vulgaires. Dans ce retour planétaire vers une domination brutale, ce rire de GTA, il va redevenir de plus en plus central dans la culture. C'est un humour qui ne combat en rien la violence du monde, il ne sert qu'à la mettre à distance, comme si, parce qu'elle est stupide, elle n'était pas si sérieuse, pas si grave, loin de nous. Ce rire, il sert juste à l'oublier et à se dire que nous aussi on peut rien y faire et que c'est pas si grave. Non seulement il sera le signe qu'on est incapable d'agir, mais en plus qu'on est complice. En fait, il est déjà central à l'extrême droite. Souvent, nous les meufs qui parlons de jeux vidéo, pour essayer de garder un peu notre place et de convaincre qu'une analyse de gauche du jeu vidéo est importante, on répète encore et encore, comme une vieille ritournelle, que le Gamergate a inspiré les méthodes de l'extrême droite américaine et partout dans le monde, et qu'il ne faut jamais l'oublier. Et c'est vrai, et j'en suis coupable de ça aussi, mais c'est aussi une analyse tellement tronquée de l'importance centrale que le jeu vidéo a eue dans la consolidation de ces mouvements. C'est pas que les vagues de droitards sur Internet qui leur ont donné la voix, c'est aussi les œuvres, c'est aussi les stars du milieu. Le jeu a été un des médias centraux par lequel les masculinités néolibérales, la masculinité de l'effort et du crunch, elle s'est répétée, elle s'est transmise à travers la planète. Un Elon Musk est l'incarnation parfaite de cette masculinité. Il est passé de milliardaire de l'ombre à figure planétaire en se construisant un personnage d'inventeur fou, de porteur de projets disruptifs, de travailleur acharné, pris sans cesse de fulgurance d'esprit, qui fonce pourrir le passage là où personne n'osait avant. Le fameux mercenaire dont on parle depuis le début. Elon Musk se définit énormément comme un gamer du bon vieux temps qui veut protéger la bonne vieille culture du jeu vidéo, et pourtant il pue la merde de jeux vidéo. Mais ça, on s'en fiche. Ce qu'il signale en récupérant l'identité gamer, c'est qu'il a été influencé par tout ce que le gaming a représenté pendant 20 ans, qu'il est devenu lui-même un de ces mercenaires et qu'il incarne cette figure pour tout le monde. Prenez les influenceurs masculinistes en ligne à la claviculaire. Comme le souligne très bien mon homologue John the Duncan, ils sont profondément cyniques. Ils enchaînent les grandes tirades ultra misogynes, puis, dès que la caméra selfie est coupée, ils assurent à tout le monde qu'ils n'en pensaient pas un mot, qu'ils faisaient juste ça pour provoquer. So many people right now will take everything that I've said in that documentary at face value and not actually have the brain cells to comprehend that maybe I say things and do things for a reaction because it makes me money and allows me to live this lifestyle. It's all just rage bait. Ils n'en produisent pas moins des vagues d'hommes misogynes biberonnés à la culture du viol à travers la planète. Ça vous rappelle quelqu'un ? C'est le même comportement que nos accusés, c'est le même nihilisme cynique que nos ugly games. Il n'y a strictement rien de nouveau. Ils sont juste les bons élèves de la masculinité néolibérale. Et l'endroit où ces gosses de 20 ans sont les plus susceptibles d'avoir été façonnés par celle-là, c'est en jouant aux jeux vidéo. Pendant ce temps, les troupes de l'ICE se voient comme nettoyant les rues de l'Amérique façon place nette, et ils font eux-mêmes le lien avec le jeu vidéo. La Maison-Blanche se vante de ses opérations militaires avec des montages comparant le massacre de vie arabe à des parties de Call of. Ce tournant réactionnaire global est une radicalisation du néolibéralisme. Et c'est normal que les façons d'être du néolibéralisme, elles s'y retrouvent partout. Si les grands dirigeants comme Trump incarnent une figure du leader fasciste plus old school, moins mercenaire, c'est parce que cette masculinité du crunch, c'est une idéologie de petits soldats. Et c'est un peu dans tous les recoins de l'alt-right, des techno-fascistes jusqu'aux influenceurs masculins, en passant par les motivational speakers et les conseillers en Bitcoin. C'est là qu'on retrouve précisément cette masculinité du crunch. C'est elle qui se saisit des souffrances et des espoirs de la jeunesse masculine
pour les emmener dans des sphères néo-réactionnaires. C'est leur façon de faire accepter le fascisme aux prolos, aux soldats, à ceux qui ne pourront pas goûter à la douce famille bourgeoise. Et aussi, ce masculinisme, c'est pas que une affaire de patrons et d'influenceurs qui vont sur les plateaux télé pour jouer les grands méchants. Elle naît dans les nouvelles formes de travail du capitalisme tardif. Et elle est une façon de mettre les hommes au travail. Et ça, tout le monde semble l'oublier. Et si on oublie ça, on retombe dans une analyse culturaliste du genre. On se dit qu'on résoudra le problème en mettant de la féminité partout, et pas en affrontant le capitalisme et le patriarcat ensemble. L'une des seules innovations peut-être du technofascisme, c'est qu'il veut se débarrasser de la figure du leader pour que tout le monde devienne un entrepreneur cruncher. C'est qu'il a un projet pour se débarrasser de la structure familiale du fascisme pour emporter tout le monde, à 100%, dans cette nouvelle masculinité de la sueur et du sang. Si on ne considère pas le jeu vidéo comme un monde à part, où tout ce qui compte c'est ceux qui se définissent comme gamers et qui en parlent à longueur de journée, mais qu'au contraire, on replace le jeu vidéo dans le monde où il évolue, dans les transformations du monde néolibéral qui l'accompagne, dans les figures de gangsters dont il s'inspire et qu'il a participé à faire évoluer, on voit que c'est tout ça, ni plus ni moins, que les masculinités du jeu vidéo ont participé à consolider. Ce jour-là, à Bobigny, c'est le procès de cette masculinité néolibérale qui se jouait. Ce procès, il a condamné 3 hommes à payer même pas 1 centime de leur fortune, pendant que la masculinité du mercenaire, elle accédait au plus haut poste de pouvoir du globe. Tu m'étonnes qu'ils aient trouvé ça injuste d'être punis. Rendre justice sur cette affaire, ça serait s'opposer à l'ordre qui a permis les violences au sein des entreprises. C'est aussi essayer de faire en sorte qu'on arrête de produire des œuvres qui glorifient cet ordre, qui le propagent et qui se rendent complices de tous les autres crimes qu'il permet au-delà du jeu vidéo. Et ça, la justice de l'État, celle qu'on donne dans les tribunaux, elle est par essence incapable de le faire. Même moi, je peux raconter comment je pense qu'il faut faire des jeux de gauche, mais tant que c'est des petits chefs mercenaires qui auront le pouvoir, ça se fera pas. Les seuls qui peuvent faire ça, ce sont celles et ceux qui s'opposent à cet ordre au sein de ces structures. Alors, plutôt que de conclure sur comment moi je pense qu'il faut faire de meilleurs jeux, j'aimerais qu'on prenne ce temps pour parler encore un petit peu de ce que c'est que de vivre sous cet ordre. Il y avait une violence sourde dans ce procès. Et dans les différents articles et comptes rendus que j'ai pu lire, cette violence, elle avait disparu. Elle avait été oubliée. Parce qu'elle reste, je pense, encore à peine visible, même pour les gens qui suivent ces affaires de près, mais qui ne les ont pas vécues. En entendant les récits des différents accusés au tribunal de Montreuil, étrangement, j'étais prise d'une certaine ivresse. J'avais envie de faire des jeux. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Parce que dans les mots des dirigeants d'Ubisoft, ça semblait si simple. Il suffisait de balancer des idées, il y avait les moyens, il y avait l'envie, il y avait des gens prêts à vous suivre. C'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis bien une dizaine d'années, l'excitation de pouvoir créer. Parce que les moyens de faire, ils sont au bout de mes doigts. Mais ce sentiment-là, et cette importance-là, ils n'étaient pas faits pour moi. Un point commun entre beaucoup des noms qui étaient abordés pendant ces 4 jours, qu'ils soient présents sur les bancs du tribunal ou pas, c'était leur ascension fulgurante au sein d'Ubisoft. Tommy François a été débauché alors qu'il faisait le singe à Game One parce que le patron le trouvait fun. Guillaume Patrux a à peine 25 ans, c'était un des petits chouchous de la boîte. Il avait sa team, il pouvait pousser la porte du bureau de Serge Asquette, le numéro 2 mondial, même quand son assistante s'interposait. Serge Asquette lui-même entre chez Ubisoft comme game designer par copinage, alors qu'il fait des études scientifiques. D'ailleurs, un élément essentiel de leur défense à tous, qu'ils ont répété encore et encore au procès, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient du mal, parce que, Madame la juge, ils ne connaissaient pas le code du travail. Les numéros 2 et 3 d'une multinationale ne connaissaient pas le code du travail et s'en vantaient.
C'était des putains d'incompétents tombés là par hasard. Et ils sont nombreux comme ça, les mecs blancs qui arrivent par copinage chez Ubi. Bon, à partir de 2005-2006, ça devient un peu plus fermé, et absolument tous ceux qui rentrent par la grande porte à Ubisoft sont des gosses de la haute bourgeoisie, sortis d'écoles prestigieuses. En quelques années, ils se retrouvaient dans les petits papiers de la direction, parce qu'ils sont cool, parce qu'ils s'intègrent bien, parce qu'ils aiment bien Uncharted et qu'ils sont fun en soirée, parce qu'ils rigolent bien au Chabit et au reste. Et si encore c'était qu'Ubisoft. Mais vous voulez savoir d'où viennent toutes les success stories sorties de nulle part du jeu vidéo français ? Prenez Slow Clap, les créateurs d'Absolver ou de Sifu. Le studio a été fondé en 2015 et il est dirigé par Pierre Tarnot. Son vrai nom, c'est Pierre de Margerie. Et si le nom de famille de Margerie, ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de la famille qui a fondé le groupe pétrolier Total. Après une carrière fulgurante à Ubisoft, il quitte le navire pour fonder sa boîte. Soundfall Interactive a été fondée en 2020 et est dirigée par Guillaume Broche. Guillaume Broche, fils du directeur d'un fonds d'investissement multimillionnaire, il débarque à Ubi et devient magiquement, en sortie d'études, Associate Creative Director de la franchise Might and Magic en entier. Sûrement la méritocratie. 6 ans plus tard, il quitte Ubisoft. Tiens, c'est en 2020, c'est au moment des révélations. Et il fonde Soundfall Interactive et il fait Expédition 33. Le patron d'Amplitude Interactive, les créateurs du Mankind, d'Endless Dungeon, d'Endless Space, etc. C'est Romain de Vaubert, de Genlis. Il est passé par Ubisoft. Voilà le blason d'une de ces deux familles. Je ne vais pas chercher pour l'autre, mais vous devez pouvoir trouver ça. Quantic Dream est fondé par David Cage, alias David de Grutella. Je t'avoue que je ne sais pas trop d'où il sort, j'ai pas trouvé d'éléments, mais par contre, c'est Guillaume de Fondomière qui gère le côté financier, Guillaume de Fondomière qui est né, comme c'est précisé dans sa propre page Wikipédia, dans une famille de la bourgeoisie. La source de Wikipédia, c'est un bouquin qui s'appelle Le simili nobiliaire français, c'est un bouquin sur les familles bourgeoises qui font semblant d'être nobles. Peut-être que Dontnod, c'est les seuls dont les gens sont pas forcément sortis de la haute bourgeoisie. En tout cas, j'ai pas trouvé d'éléments là-dessus. Mais ils se sont aussi connus à Ubisoft. C'est pas forcément qu'ils ont fait leur jeu avec les sous de papa-maman. Je suis sûr que tous ont eu à chercher des financements, des investisseurs, à se battre pour faire exister leur projet. C'est des gens comme tout le monde. Mais ils sont tous passés par l'Ubisoft qui était décrit au procès. L'Ubisoft du crunch, du harcèlement et du masculinisme partout. Et ils y ont prospéré dans cette Ubi. C'est là où ils ont butiné tous ces contacts pour se faire un carnet d'adresses, pour trouver ses financements et pour se lancer après. Ils ont tout vu et ils n'ont rien fait. Ils ont même, sûrement, participé. Vous vous souvenez de ce qui arrive à ceux qui refusaient de participer ? Ouais, c'était pas eux qui ressortaient avec le carnet de contact. Dès leur arrivée, avec leur diplôme et leur éducation bourgeoise, avec leur capacité à se fondre dans l'entre-soi qui existait déjà là-bas, les portes leur étaient déjà partout ouvertes. Et ils s'en rendaient même pas compte, ça leur semblait juste naturel. Mais en fait, les autres, ceux qui entraient par la petite porte, ils passaient 10 ans au fond d'un studio à enchaîner les CDD pour coder les poils pubiens crasseux d'un héros trentenaire désabusé. Et une fois que tu as remarqué ça, c'est impossible de plus le voir. Le milieu du jeu vidéo français, c'est une cour de récré pour des gosses de la haute bourgeoisie qui s'ennuient, qui montent leur boîte, qui font leur jeu et qui défilent au Pégase à faire des grands discours sur la créativité et la passion. Et chaque recoin de ce milieu, il s'est façonné à Ubisoft. Chaque petit groupe de dirigeants au sommet des studios français, il s'est connu là-bas. Quand vous lisez ce qui s'est passé à Ubisoft dans les 20-30 dernières années, il faut comprendre que vous lisez jamais l'histoire d'une boîte. C'est l'endroit où a été façonnée, de bout en bout, l'industrie du jeu vidéo français telle qu'elle existe aujourd'hui. Pendant le procès, dans les rangs devant moi, j'avais surtout des queers, des meufs, la grande majorité des travailleurs qui ne sont pas blancs. Et
aucun n'avait plus le moindre rêve de faire son propre jeu. Et c'est le cas pour quasi chaque personne de plus de 25 ans que je connais dans cette foutue industrie. Même pour les mecs 6-7 blancs qui ont juste pas eu la chance de se faire intégrer dans le club. Vous, on vous embauche et on vous traite comme un de ces PNJ. Et même quand on aura mis fin au harcèlement, il restera la précarité. Il restera les conditions de travail infernales. Il restera le dénigrement. Tout simplement le fait, impossible à prouver devant un tribunal, mais présent à chaque recoin de l'industrie, que vous n'êtes pas vraiment membre du club. Tous finissent éreintés, vidés de leur force créatrice. Leur seule aspiration, ça reste de trouver un coin où tirer leurs heures et partir. Je pense que c'est pour ça qu'ils font tous des jeux cosy, dépolitisés de cons. Et en même temps, je les comprends. C'est aussi ce que moi je ressentais au bout de quelques années à bosser dans le milieu, alors que j'avais des bonnes conditions de travail. J'avais plus aucune excitation envers le jeu vidéo, parce que l'idée même de créer était quelque chose qui semblait strictement hors d'atteinte. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai souvent un point de vue aussi désabusé sur le jeu vidéo sur cette chaîne. En terminant cette conclusion, je suis tombé sur un autre témoignage, dans le jeu vidéo indépendant cette fois, dans une équipe dirigée par une femme qui raconte exactement la même chose. C'est pas que le AAA et c'est pas que les hommes. Tout ça, c'est pas un bug, c'est partout pareil, et c'est parce qu'on vous apprend votre place. Votre rôle, c'est de bosser 40, 50, 80 heures par semaine pour accomplir la grande vision d'un gosse de riche incompétent pendant 40 ans. C'est d'être vidé, peu à peu, méthodiquement, de tout esprit créatif, de devenir une coquille vide qui chie des lignes de code et des polygones. Une aliénation complète par rapport à ce qu'on produit, une aliénation complète par rapport à nous-mêmes. Comme partout en fait, tout simplement, dans le capitalisme. Les divisions créées, elles sont d'une profondeur qui me donne constamment le vertige. Et je dis pas ça de façon abstraite. Je dis ça parce que je les vois dans les regards vidés de toute ambition et de tout espoir des gens qui me sont les plus proches. Et parce que je les vis aussi. J'y crois qu'on peut transformer l'industrie pour le futur. Par contre, peut-être qu'on pourra jamais réparer les rêves, les ambitions et les vies qu'elle a prises. Mais c'est peut-être comme ça qu'elles sont puissantes. Elles peuvent rester, comme des dettes qu'on n'aura jamais remboursées, comme des questions auxquelles on n'aura jamais trouvé une assez bonne réponse, et qui nous poussent à continuer à agir. Je voulais terminer cette vidéo sur un entretien du petit groupe parmi les plaignantes qui non seulement ont mené l'initiative de ce premier procès contre les 3 dirigeants, mais qui se battent aujourd'hui pour que se tienne un second procès qui mettrait Ubisoft, en tant que société, sur le banc des accusés pour avoir permis ce harcèlement. Je voulais leur offrir un espace pour parler de leurs revendications, ce pourquoi elles luttent dans ces procès, mais aussi les façons dont elles souhaitent que l'industrie change au-delà, et de la façon dont elles luttent pour ça. On a pas mal échangé à ce sujet, mais finalement, il y a encore eu un lot de retournements et on n'a pas pu faire cet entretien dans les délais de la vidéo. On est toujours en contact pour organiser cette discussion, ça se fera peut-être lors d'un festival, j'essaierai de vous tenir au courant ici. Mais ça me laisse au moins souligner à quel point la fin de cette vidéo, c'est pas le point final de cette affaire. Continuez à suivre les luttes dans le jeu vidéo, les gens qui se battent pour changer les choses, pour les travailleuses, pour les personnes minorisées, à en écouter les porte-voix et à les soutenir. Et puis, ça tombe bien, le problème, il n'est pas que dans le jeu vidéo. Le problème, il est partout. Le problème, il est dans le capitalisme. Et vous aussi, vous pouvez vous opposer à cet ordre de là où vous êtes. Rejoignez des organismes de lutte et continuez à vous battre. Bon, je voulais quand même finir cette vidéo en rediscutant un petit peu de la violence dans les jeux vidéo et de comment écrire de nouvelles histoires. Mais d'abord, je voulais lancer le générique
et dire encore une fois un immense merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné en faisant cette vidéo. Les assistantes, coucou Léa, les figurantes qui ont été en or, et Raza, qui est toujours derrière la caméra, qui est toujours centrale dans la direction artistique de ces vidéos, dans mes costumes, dans mes perruques. Et un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne sur Patreon et Ko-fi et qui rendent tout ça possible. Bon, dans cette vidéo, j'ai tenté de montrer en longueur que GTA et d'autres jeux Rockstar ont inspiré des harceleurs masculinistes infects, dont certains étaient clairement violents et allaient jusqu'à menacer des tueries dans les locaux. Tout ça, ça semble rejoindre un peu les paniques morales qu'il y a eu à la sortie de ces jeux et qu'on a évoquées. Les grands reportages aux 20h pour dire que ces jeux, ils rendent les gens violents et qu'il faudrait les interdire. Est-ce qu'au final, c'est vrai? Est-ce que jouer à ces jeux a rendu ces hommes violents? Et est-ce qu'il faut éviter de jouer à ces jeux, voire même les censurer? Bon, pour faire court, non. Déjà, plus que d'encourager la violence, GTA, il la maîtrise. Il la canalise d'une certaine façon. Comme le note le décidément très bon chapitre de Games of Empire, GTA San Andreas se termine sur une scène d'émeute dans toute la ville contre la police corrompue. Ces émeutes, elles font une référence évidente aux manifestations à Los Angeles en 1992 suite au meurtre raciste de Rodney King par un policier blanc. Des mobilisations qui ont secoué l'Amérique. Seulement cette fois-ci, dans GTA, c'est un policier noir qui est corrompu. Le jeu aborde la question de la violence policière, mais il prend bien soin d'effacer tout le problème du racisme. Mais surtout, comment est-ce qu'on résout ce problème dans l'univers de GTA? Eh bien vous, avec votre crew, vous remontez la piste du flic ripou et vous finissez par lui régler son compte. La révolte populaire contre une institution, celle de la police, a été transformée par les mecs blancs de Rockstar en l'histoire d'un petit groupe qui va punir une mauvaise graine. Un petit groupe qui a gagné du pouvoir en étant des entrepreneurs, en jouant le jeu du capitalisme. Vous enlevez une mauvaise graine, mais vous changez rien au système, ni les flics, ni le racisme, ni le capitalisme. Ça sert à rien de faire des émeutes, ça sert à rien de se révolter. Canalise ta rage. Deviens puissant en amassant du fric, en amassant du pouvoir, et là, tu pourras faire quelque chose. Deviens un capitaliste, et là, tu pourras faire quelque chose contre les gens qui t'énervent. Et si entre-temps t'accumules trop de rage, déchaîne-la sur les plus pauvres que toi. C'est là qu'on arrive à mon deuxième point. En préparant cette vidéo, j'ai rejoué à GTA 4, à GTA 5, à Max Payne 2 et 3, aux 2 épisodes de Kane & Lynch, et même à un peu de Manhunt 2, sans compter la quantité de films que j'ai matés. Et bon, je suis pas devenue violente, mais surtout, une fois de plus, j'ai été façonné par leur noirceur, par leur viscéralité. À la même époque que tous ces jeux, on a aussi vu des gros studios de jeux vidéo vouloir faire des jeux un peu verdoyants, un peu amoureux de la nature, pour se distinguer. Et à chaque fois que j'y jouais, il me semblait hypocrite. Il me semblait un peu sans âme. Il n'y avait aucune surprise quand on apprenait souvent, quelques années plus tard, que derrière, c'était souvent des gens immondes avec leurs employés et avec des opinions franchement dégueulasses. Au contraire, ces jeux moches et violents, si j'en parle, c'est parce qu'ils me fascinent, parce qu'ils ont une certaine sincérité. Ils disent une vérité sur comment se sentent ces hommes, sur ce que c'est que d'être un rouage du néolibéralisme, sur la violence qui les ronge. Ils m'intéressent parce qu'ils disent une vérité sur notre monde, parce qu'ils sont des introspections qui parfois mettent leurs auteurs en danger au moins de voir des trucs qu'ils aimeraient se cacher à eux-mêmes, parce que globalement, c'est des œuvres d'art intéressantes. Bien sûr, ces hommes, eux, ils ont besoin de désavouer cette violence qui les habite. Ils ont besoin de la mettre à distance. Sinon, elle les rendrait fous. Et en fait, c'est tout le fonctionnement de ces jeux, de déchaîner cette violence tout en la désavouant, tout en la mettant à distance, tout en faisant comme si elle était virtuelle, justement, parce qu'elle est faite de gros pixels, parce qu'elle arrive sur des meufs ou sur des gangsters non blancs. Exactement, en fait, comme ils désavouaient cette violence dans les couleurs d'Ubisoft, parce que les insultes étaient des blagues, parce que les humiliations étaient des petits jeux entre amis. Et tout ce que j'ai fait en vérité dans cette vidéo, c'est d'exposer cette violence. C'est de dire que ce qu'on voyait dans ces jeux n'était pas forcément une blague. Et c'est ça qui dérange. C'est ça qui vous donne l'impression que je suis une daronne qui vous dit qu'il faut pas y rejouer parce que c'est dangereux. Parce que vous êtes peureux si vous voulez une expérience réellement hardcore, réellement dérangeante. Rejouez-y
après avoir entendu tout ça. Rejouez à ces jeux en gardant en tête que les hommes qui les faisaient y rêvaient de vrais massacres dans leur bureau. En gardant en tête qu'à chaque instant, c'est probablement vous à l'autre bout du flingue, dans le bain de pu et de sang, que vous y baignez et que vous n'en sortirez jamais. Et là, vous aurez une expérience vraiment hardcore. Là, vous aurez le jeu dans sa version avec toute la violence que eux, ils ne pouvaient pas regarder en face. On a identifié que, chez les gens qui créent ces jeux et ceux qui s'y reconnaissent, un élément central pour la stabilité de leur conscience, c'est le rejet absolu du plaisir. Le plaisir de s'abandonner, le plaisir de se dissoudre, le plaisir d'être pénétré, le plaisir de se perdre soi-même, de se sentir déplacé autre part qu'en soi. C'est peut-être à ce plaisir qu'il faut s'abandonner. C'est une sensation que toute une avant-garde de jeu tente d'extraire des ruines de l'ugly game. C'est à cette sensation que j'essayais de m'intéresser dans mon essai sur le jeu vidéo Transfem, si ça vous intéresse. C'est peut-être par là que le jeu vidéo, par tout cet héritage, a encore un potentiel incroyable pour faire bouger les lignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci encore à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Comme d'hab, c'est un travail de recherche énorme et en plus une vidéo assez lourde personnellement à sortir. Et comme d'hab, le soutien compte énormément. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et surtout à la partager sur les différents réseaux sociaux et à en parler autour de vous. J'ai, de façon générale, beaucoup de mal à répondre aux messages sur Internet et ça m'embête beaucoup, mais je lis et ça me fait trop plaisir. Vous pouvez aussi, si vous avez les moyens, soutenir la chaîne financièrement en vous abonnant sur Patreon ou avec un don ponctuel sur Ko-fi. D'ailleurs, merci encore pour toute la petite vague de dons après la précédente vidéo, ça faisait trop plaisir et ça a beaucoup aidé. Bref, bonne soirée et prenez soin de vous. But while we have this open space, we got to take advantage of it. On your marks, get set, go! Harlem Shake.